Émission exceptionnelle d'On refait le Mac qui vous propose cette semaine une immersion dans les coulisses d'Apple TV+. Quelles sont les ambitions de la firme de Cupertino au registre du streaming vidéo? Quelle est sa stratégie pour se différencier de Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+? Toutes les réponses avec le témoignage exclusif d'Alex Berger, le producteur de La Maison, une série coproduite par Apple. Comment a-t-il convaincu la pomme de produire du contenu premium 100% français? Quelles sont les contraintes de travailler avec un studio américain? Quel avenir pour le secteur du streaming en pleine ébullition? Et quelle sera la suite pour ce trublion de la prod française? Après le bureau des légendes et aujourd'hui La Maison, débat et avec le sourire s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez, on refait le Mac alias ORLM. ORLM parce que tu n'as pas pu faire tes études de médecine. Exactement. ORLM, ça veut dire on refait le Mac. Tu arrives à réduire le... Voilà. Et tu dis, très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver avec Olivier Frigara, qui est ORLM à Paris. Oui. Et qui fait ça plutôt très bien. Ouais, et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Hein. 16 millions d'euros il a reçu pour faire cette émission. Vous vous rendez pas compte. Le décor, la taille, ce qu'on est en train de vivre là, messieurs, c'est quelque chose de magique. C'est extraordinaire. Tu n'as jamais vu ça, même pas à Hollywood. Hein? Hollywood. Hein, Apple TV à côté, c'est du... Bon, bref, merci pour votre fidélité. Je sais pas, qu'est-ce que c'est Apple TV? Tu sais que tu n'as pas le droit de critiquer Apple. Si, je peux critiquer Apple. Non, tu n'as pas le droit. Je préfère Samsung. Samsung, c'est mieux qu'Apple, je peux même le dire. Ça s'arrête. La dernière d'ORLM vient de se passer. Merci d'avoir écouté. C'est très bien. Mais c'est bien, c'est important. Oui. En tout cas, merci pour votre utilité et n'hésitez pas à nous soutenir car on a besoin d'argent. Encore, il en demande en plus. À notre chaîne YouTube, un salut particulier, on enfonce le clou aux membres du club ORLM. C'est notre version premium, Alex. Merci de soutenir ORLM et ses équipes contre un abonnement. Attends, en contrepartie. Excusez-moi, la version premium par rapport à ce qu'on voit nous, c'est quoi? Non mais parce que j'ai regardé ORLM, mais c'est déjà tellement exceptionnel. Comment tu veux faire? Tu peux voir en avant-première, t'as des goodies, tu peux venir dans les studios. T'as des goodies? Ouais. Et en C'est-à-dire quel genre de goodies? Alors, contre un abonnement, tu peux regarder les enregistrements des émissions en direct sur YouTube en même temps que... Voilà. Tu peux venir ici dans nos studios les visiter. Ils sont impressionnants. Tu étais impressionné par nos studios. Même à la Cité du Cinéma, tu n'as jamais vu ça. Et puis, ceux qui veulent rejoindre le club YouTube, toutes les infos, c'est dans la description de la vidéo et sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et pour lever le voile sur les coulisses d'Apple TV+, un producteur français dans l'une des séries, Le Bureau des légendes, a été classé par le New York Times sur le podium des 30 meilleures séries diffusées dans le monde depuis 2010. Rien que ça. Monsieur Alex Berger qui a foutu un beau bordel. Bonjour Alex. C'est toi. Ah, bonjour et bienvenue à Harlem. Alex Berger, producteur, cofondateur et patron de The Oligarch Productions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Alors d'abord... Ouais. Il faut mettre vos fiches à jour. Oui. Ça s'appelle The Originals Productions depuis maintenant quelques années. Je copie-colle. Mais en même temps, Internet. J'ai envie de vous dire, c'est vrai, c'est compliqué, mais bon, voilà. Ça s'appelle Top The Originals Productions ou en frigaresque, The Originals Productions. Très bien. Bien, on va y arriver. Un accro aux séries, car il les sélectionne régulièrement en fin d'émission dans ses coups de cœur. Il s'agit bien sûr de Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux qu'Alex soit là aujourd'hui. Oui, et réciproquement, Stéphane, je suis heureux de te revoir. Voilà. Et à ses côtés, celui qui rêve comme moi de monter une série sur les coulisses d'Apple et de la Silicon Valley, Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. C'est Laurent. C'est Laurent. Et c'est génial. Voilà. Un nouveau visage dans cette émission. Bienvenue, Laurent. Merci, bienvenue. Bon, c'est comme si c'est sa première. Un nouveau visage dans cette émission, mais il fait partie de l'équipe depuis maintenant plus d'un an. C'est notre community manager préféré, mais aussi un fan et spécialiste du streaming et brillant animateur de la chaîne Apple TV FR Actu, Thibaut Bisson. Bonjour Thibaut. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Allez, on se détend, tout va bien, on est entre nous, personne ne regarde, on t'a dit. Personne. Alors, c'est vrai. Hein? J'ai été regardé. Il n'y a que les gens qui ont acheté Premium, les 6 personnes qui ont acheté Premium, qui regardent. Et mais ils regardent très assidûment. Ah oui. Ta femme, ma famille, ta sœur, oui, ma sœur, ta meuf, ton frère.
Donc voilà, on est content. Les autres sont anonymes. Je ne sais pas pourquoi. 16 millions d'euros. Alex, revenons à toi. 16 millions d'euros, il a pris pour ça. Regardez le studio. Voilà, on attendait avec impatience ta nouvelle série, mon cher Alex, après le succès du Bureau des légendes. Et elle est arrivée sur Apple TV+, elle s'appelle La Maison, bande-annonce. Assister à son propre enterrement, c'est un peu comme l'ultime défilé, non? Qui rend l'âme obscure. On se demande qui sera en front row. Que serais-tu devenu? Et surtout, on se demande qui tient à moi. Vincent, Victor, le Duc, c'est avant tout une maison familiale. Et cette maison est aussi fragile et précieuse que la dentelle qu'il fabrique. Elle ne tient qu'à un fil. Cette émission. Et comment votre oncle en privé? Très exigeant. Je ferai une scène si j'ai envie de faire une scène. Je suis la directrice de cette maison. On vendra plus rien à personne tant que Vincent sera officiellement en place. Seule stratégie possible. C'est une rupture et pas une continuité. Paloma Castel. Quoi? Oui, elle a une vision. Viens prendre la direction artistique à la place de Vincent. Tu l'as prévenu que notre menu préféré c'était de s'entre-dévorer? Diane Revel est obsédée par le dieu. Et puis tant qu'elle veut nous posséder, celle-là, il faut qu'on fasse bloc, ensemble, hein, comme une vraie famille. Team le dieu ou Team Revel? Alors réfléchissez bien, Victor. Pactiser avec le diable est parfois la seule manière de ne pas crever. Si je veux trahir ma famille, je veux la place du chef. Votre place, PDG de Revel. On va plutôt commencer par le maillon faible. Malachan. Mon job, c'est pas de te sauver toi, mais de sauver cette maison. Vous êtes tous des tarés. J'imagine que c'est le fardeau qui va avec notre nom de famille. C'est le poids de la couronne. Des dieux sortis de la cuisse de Jupiter. Je ne le crois pas, chère Diane. Je le sais. Oui, mais souvent les traditions empêchent d'évoluer. À un moment, si rien ne change, rien ne change. Tu pourrais éviter le polyester. Ça me donne des migraines. Donc c'est pas un poisson d'avril qu'on nous a mais fait. ça a l'air génial. C'est vraiment lui qui a produit cet engin-là. C'est vrai, Comme quoi, on a- je l'ai créé l'as avec écrit Valentine Milleville et José Caltagirone, qui sont des showrunners exceptionnels, quelques autres auteurs, mais franchement, c'est une vraie belle série. Allez la voir, donc elle est disponible depuis quelques semaines, depuis la fin du mois de septembre sur Apple TV+, produite et diffusée sur Apple TV+. L'occasion Coproduite avec nous, sur Apple, Top mais Production. diffusée sur Apple TV+. L'occasion de revenir sur les ambitions de la firme de Cupertino sur le marché du streaming vidéo et au-delà de la TV. Mais d'abord, retour sur cette série et sur sa genèse. Alors Alex, la genèse de la maison, quel casting les amis? Lambert Wilson, quelle classe dans le rôle du créateur star Vincent Ledu, de la maison éponyme. Bravo Alex, vraiment un super casting. Et que dire d'Amira Kazar, qui joue sa muse, sans oublier Zita Enro, alias Palo, qui incarne la nouvelle génération du style de la maison. Tu vois que j'ai regardé de haute couture, qui est convoité par un puissant groupe concurrent, Revel, dirigé par Carole Bouquet, qui joue le rôle de Bernard Arnault, c'est bien ça? Pardon, du groupe Revel, Diane Revel. Pas du tout, je vois Aucun rapport. Tout rapport avec ce que vous semblez indiquer serait totalement fortuit. Et elle veut s'emparer de la maison Ledu, tous les coups sont permis. Voilà pour le pitch, ça te va ou tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que pour vraiment rendre justice, le pitch, c'est vraiment deux familles rivales dans le monde du luxe français aujourd'hui. On a vu beaucoup de séries biographiques sur la mode, le luxe, et je pense que nous avions besoin d'une liberté supplémentaire pour raconter ce qui s'y passe de l'autre côté du tissu, pour rentrer un peu dans le détail de ça. Et puis, quoi de mieux que de parler d'une famille dysfonctionnelle ou de plusieurs familles dysfonctionnelles? On en connaît tous. Voilà. Et vraiment, moi, je trouve absolument incroyable. Et les auteurs ont vraiment trouvé ça. Donc oui, c'est un pitch
vraiment d'une maison contemporaine. Tout est plausible, mais tout est créé. Et puis regardez, on a entreaperçu un futur grand acteur, si vous voulez bien regarder sur votre écran. Il débute dans le métier. Ah oui, une des premières scènes. Tu aimes bien comme ça apparaître de temps en temps? Alors, il s'appelle Antoine Reinert. Je vous signale qu'il a gagné quand même un César pour l'anatomie d'une chute. Monsieur qui est en second Alors, si plan. on veut nous remettre l'image, regardez vu, bien, voilà. regardez bien. Non. Donc ça, c'est Alors, dès la première. Derrière, c'est Pierre-François Lelouette, qui est le président Avec des lunettes. du syndicat. Non, mais avec des lunettes derrière la dame. Bref. Alors, on ne voit pas sa tête derrière avec les lunettes. Je trouve qu'il rajeunit d'année en année. Non, mais- Comment est née, Alex, l'idée de la maison? Comment passe-t-on de l'univers obscur et pour le moins discret de l'espionnage à la pleine lumière et aux paillettes du monde de la haute couture, bref, de Malotru au Ledu? D'abord, on aime t'arrêtes, raconter t'as vu la des qualité de la histoires. question quand même. Moi aussi, je peux foutre le bordel. Si je Ah, mais aucun problème. Alors, je vais t'expliquer. non. Non, on est bien. Alors, non, mais d'abord, il faut bien comprendre que parler d'un environnement ou d'environnement, découvrir des environnements un peu différents, surtout des environnements qui sont fantasmés. L'espionnage, Éric Rochant a fait un travail unique, exceptionnel, de génie sur le Bureau des légendes, en décrivant un monde ultra fantasmé, mais en le montrant avec son style, c'est-à-dire très accessible. Fantasmé. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est pas si fantasmé que là. Hein. C'est vraiment prémonitoire. Mais les gens qui, au quotidien, sont à la DGSE, Boulevard Mortier, en train de nous protéger de l'extérieur, c'est des gens vraiment ordinaires, et c'était ça son point de vue, qui font un métier extraordinaire. Et comme on voit dans tous les conflits, que ce soit en Ukraine, en Israël ou ailleurs, c'est des gens, des gens qui s'en occupent. Là, c'est vrai, on a changé d'univers, un environnement tout aussi fantasmé, la mode, le luxe. Et là, on avait envie de montrer à la fois la subtilité, la complexité de ce monde-là, parce que c'est pas que de l'argent, c'est pas que des choses futiles, c'est une industrie incroyable, c'est la première industrie de France. Et donc, franchement, il y avait beaucoup d'histoires à raconter. Un de mes meilleurs potes a fait une série qui s'appelle The New Look sur Apple TV+, sur Dior. Et il avait une approche de cet environnement qui était très différente de nous. Et d'abord, il était contraint par rapport à la maison Dior et ce qu'il avait à raconter d'une histoire qu'une biographie. Nous, on avait besoin de raconter beaucoup plus de choses. Et je crois que ce qui était important pour nous, c'était l'envers du décor et de pouvoir faire la première série française sur Apple TV+. Et ça, organiquement, c'était important de pouvoir trouver un sujet. Alors, c'est vrai qu'il y avait plusieurs univers et plusieurs entités diffuseurs qui étaient intéressés, mais Apple est arrivé assez vite. Moi, j'avais cette idée en tête depuis 7 ans, depuis qu'on était en train de travailler sur le Bureau des légendes. J'étais déjà en train de concevoir ce que pouvait être cet environnement-là. Et Jay Hunt et Joe Oppenheimer, qui sont les dirigeants d'Apple TV+, en Europe, ont très vite trouvé que notre approche, que l'angle que l'on avait pouvait intéresser pas juste des gens qui étaient intéressés à la mode, et justement d'autres gens. Et notre angle, c'est ça. On raconte beaucoup d'histoires, et pas que de la mode. C'est juste... Le décor est une maison de couture. Apple ne risquait pas grand-chose, entre guillemets, parce qu'il savait que tu étais capable de produire une série à la date, tu le disais, à la date T, tu pouvais livrer tous les épisodes comme tu le faisais chaque année sur le Bureau des légendes. Tu es franco-américain. Et ils comprenaient quand je leur parlais en anglais, tu veux dire. C'est ça, Okay, exactement. oui, okay. Non, mais il y avait, non, mais ça change de moi, c'est ça que tu Quel autre pays que la France peut parler du luxe? Ça aurait été peut-être un autre pays, ça. Et non, je ne suis pas d'accord. Les Américains ont une approche, voilà, Emily in Paris, on aime, on n'aime pas.
c'est une autre approche. Ça, c'est Balenciaga, fantasmé totalement. Balenciaga, biographie, The New Look, biographie. Des choses qui ont été faites dans la mode et dans le luxe. En effet, il fallait prendre ça au sérieux. Et au sérieux, de manière sérieuse, c'est vrai que ce que cherchait Apple, c'est des gens qui, évidemment, allaient pouvoir rentrer dans un système, ou en tout cas, nous allions pouvoir faire briller notre différence, c'est-à-dire une saison par an, une room d'écriture, une exigence particulière. Par an. Voilà. Ça veut dire que d'autres vont arriver. Ah, non, mais attends, Bien laisse-le sûr, parler. et qui sont financés par ORLM. Olivier Friget. C'est pas assez. Écoute, ça viendra. C'est pas assez, oui. On a dit qu'on parlait pas d'argent. Une série sur la mode est à la mode, Thibaut, je crois, hein, en ce moment. En ce moment, il y en a quand même quelques-unes. On a justement parlé de The New Look juste avant, qui est aussi sur Apple TV+. On en a eu d'autres auparavant sur d'autres plateformes. Et c'est un choix de faire une série sur la mode en ce moment, ou elle est venue se greffer à ce moment-là parce que ça s'est fait. C'est une question. Donc, Oui, ok. c'est- Donc début la dans le question, métier, voilà. la question, c'est, en fait, moi, mon obsession et mon travail, c'est de raconter des histoires et de créer des marques, des marques à engagement émotionnel. Donc, une série, quand on nous donne 10 heures de sa vie pour regarder 10 épisodes d'une heure, c'est vraiment important de pouvoir réfléchir à des environnements qui vont, et donc des personnages qui vont nous emmener, parce que l'équation, je la répète toujours, c'est celle d'Éric, c'était une idée, un cœur concept autour duquel on peut faire X nombre d'épisodes, un environnement très différents et des personnages, et c'est les personnages qu'il faut une OPA sur l'environnement, le cœur concept et l'idée. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait encore plus, c'était pas forcément de faire l'énième saison ou série sur la mode, c'était de pouvoir raconter plusieurs niveaux, voilà, la famille dysfonctionnelle, comment ça marche, cette industrie, comment ça marche, cette incroyable pression que l'on a quand on est créateur et quand on est obligé de vendre du luxe de masse. C'est absolument fascinant. D'ailleurs, le positionnement d'Apple n'est pas très différent. Apple met ses magasins uniquement dans les endroits de luxe, donc des avenues et des emplacements de luxe. C'est un positionnement, donc c'était aussi de pouvoir décortiquer, analyser et un peu mettre en exergue ce que ça veut dire de travailler dans ce milieu. Alors c'est quand même un soap, c'est quand même quelque chose avec des rebondissements intenses au sein de cette famille, mais c'est vrai que c'était pas une tendance. Encore une fois, quand on a commencé à travailler sur la série, c'était il y a 7 ans. Il faut du temps. Moi, j'ai été conseiller pour des marques de luxe, donc j'ai pu comprendre de l'intérieur comment ça marchait. Et donc, encore une fois, quand on passe d'un environnement du renseignement, du secret, de l'espionnage à un environnement industriel complexe, oui, il vaut mieux connaître, mais c'est vraiment, il y a des similarités intéressantes. Laurent, question. Laurent. Vous avez dit 7 ans. 7 ans. 7 ans, c'est entre le moment où il y a l'idée et le moment où finalement il y a le premier épisode. Et Apple, là-dedans, arrive à quel moment ? 3 ans. 3 il y a ans 3 ans. Il y a donc 3 ans. 4 Donc ans il y a déjà après. 4 ans de travail. Ouais. Ça s'est fait très très vite avec Apple. Ça se fait, oui, plutôt vite. J'ai l'impression fallu... que tu avais l'idée, mais que presque c'est une idée sur mesure pour Apple. Je me trompe ou pas ? De toute façon, les idées se moulent après à nos diffuseurs, à nos partenaires. On est à 50-50 avec Apple, mais Apple est notre distributeur dans le monde. Alors c'est vrai que
on doit s'entendre, se comprendre sur les subtilités de nos cultures. La culture d'Apple TV+, donc c'est une culture d'une plateforme mondiale dans 120 pays, avec une curation forte, c'est-à-dire des gens un peu comme chez Canal, qui font de l'ultra premium, qui veulent absolument être sûrs de pouvoir se démarquer, donc cette originalité était importante, de pouvoir aussi atteindre un public qui est encore en train de se chercher sur Apple TV+. Apple TV+, c'est globalement à peu près 10% de Netflix en termes d'abonnés. On va revenir avec Thibaut tout à l'heure. On va revenir avec On a des Thibaut. parts de marché, tu verras. Non, mais c'est très important de comprendre qu'en effet, une fois que l'on entend des critiques constructives de la part d'Apple, on élabore, on fine-tune, on fait du sur-mesure par rapport à certaines lignes. Et puis surtout, voilà, il y a des choses qui peuvent être évidentes en France et pas forcément évidentes à l'autre bout de la planète. Et donc, il faut faire ça. Et juste pour terminer, le Bureau des légendes, c'est 3 saisons avant d'arriver à 120 pays. La maison, c'est le premier jour, 120 pays. Donc, en effet, on ne travaille pas de la même façon. Et c'est vrai qu'on a dû adapter, comme pour chaque série, on adapte notre processus industriel aux particularités de chaque série. Parce que je me souviens très bien, quand tu disais que je livrais, moi, en octobre, 10 épisodes. Tu étais le seul, je crois, producteur sur la place de Paris à livrer toujours 10 épisodes d'un coup. Là, on les a eus un par un pendant... c'était un choix... Non. Alors ça, c'est un choix de diffusion. Mais toi, tu avais tout livré. Nous, on a livré. Tu as tout livré, c'est ça ? Oui, mais Apple a pris un chemin totalement contraire à Netflix ou à Amazon en disant je ne vais pas faire du binge. Vous faites du binge après 10 semaines, enfin 8 semaines. Vous pouvez maintenant binger les 10 épisodes et pour encore des années et des années, vous pourrez binger sur Apple TV+. Il y a des gens qui adorent passer leur week-end à regarder pendant 10 heures de suite cette série, et les chiffres sont dingues. Bah oui. Et c'est vrai que on est très content du succès planétaire, c'est compliqué. Donc, tout est compliqué. 3 ans, ça paraît très long, mais c'est chaque minute, on joue contre la montre. C'est la même chose. Et maintenant, de la même manière, alors on a eu un petit ballon d'oxygène. Non, on a eu une petite complication supplémentaire, c'est que nos studios, nos plateaux, sont à la Cité du Cinéma. La Cité du Cinéma est devenue, depuis novembre dernier, le village olympique, donc qui est démonté que dans 2 semaines, pour être fini. Donc on n'y retourne pas avant janvier. Donc on est décalé un peu par rapport à l'installation qui était celle du Bureau des légendes, où on était déjà dedans. Là, c'est vrai qu'on se décale un tout petit peu, mais on va rattraper le temps. Donc 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour la production de la première saison, si j'ai bien compris. Quand même. D'accord. Et là, maintenant, les réflexes de production d'avant, tu les retrouves, ou tu sais que tu dois recréer pour pouvoir produire une saison en une année? Non, mais on est évidemment en train toujours d'optimiser cette marque, la maison, qui est... Il y a une marque qui s'appelle Le Du, qui est à l'intérieur de la maison, une deuxième marque, et à l'intérieur d'une troisième marque qui s'appelle Apple TV+. C'est vrai que je dois systématiquement gérer et parler aux gens d'Apple en disant on est dans un monde extrêmement compétitif. Donc je dois faire émerger ma marque. Et l'idée de faire une saison par an, c'est pas juste pour faire le malin. Une saison par an, c'est juste pour que les gens se disent je vais retrouver quelque chose, les endorphines, je vais retrouver des personnages que j'aime, des histoires que j'ai envie de suivre, et ça me fait du bien, ça me divertit. Donc, dans un monde d'ultra-compétitivité, il est important de se dire que ça va être là, ça va être un rendez-vous. Donc, on fait absolument de notre mieux pour de faire de plus en plus. D'ailleurs, je regarde des choses de Apple TV+, qui sont assez malins. Slow Horses, par exemple, c'est une saison... En fait, c'est des mini-saisons. Des mini, exactement. Alors, on fait des saisons de 6, on en fait 2. En fait,
c'est plus court, mais plus rapidement à l'antenne. Ouais. Et donc, évidemment, ce qui est important pour nous, c'est de toujours réfléchir à comment on peut optimiser l'écoute et en tout cas la vision de... Alors, on va rentrer dans le process, parce que voilà, on essaie de respecter un minimum une hiérarchie quand même dans cette émission. Comment c'est... Pas vraiment, hein, Si. on est d'accord. On sait qui est le patron. Ça saurait. Hein. Mais on sait qui est le patron. Voilà. Bon, bref, comment se sont faits les premiers contacts avec Apple TV+. Tu parlais des deux patrons d'Apple TV. Ça se fait comme ça. Bonjour, je m'appelle Alex Berger, bien que tu sois connu sur la place de Paris. Et au-delà, il a fallu louvoyer. On sait que c'est une entreprise qui cultive le secret, qui n'est pas forcément aussi accessible que cela. Si tu peux nous raconter en quelques mots. Oui, moi je suis d'abord allé à Los Angeles voir des contacts que j'avais chez Apple TV+, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de management en Europe. En l'occurrence à Londres. Et donc, j'ai commencé à parler de cette série avec les Américains et tout d'un coup, un de mes interlocuteurs, un des deux responsables de la création originale aux États-Unis m'a dit, voilà, on a recruté quelqu'un. Cette personne s'appelle Jay Hunt. Elle était patronne de la fiction chez Channel 4 et à la BBC. Donc, c'est quelqu'un qui a une très grande expérience. Et donc, ce serait bien que tu ailles la voir, la rencontrer. Et donc, je suis allé à Londres. Le rendez-vous était assez simple à prendre. Bonjour, je m'appelle Alex Berger. J'ai fait le bureau. Great, comme un N. C'est bon, voilà. Quand même, tu as fait le bureau. Oui, bien sûr, mais j'avais pas forcément besoin de ça. Mais d'ailleurs, quand on regarde le marketing fait par Apple, par le producteur du Bureau des légendes. Donc, c'est évidemment un élément important. Oui, comme tu disais, Stéphane, on a un processus unique. C'est ça qui est important. On est un studio, c'est-à-dire qu'on détient notre propriété intellectuelle et on le partage avec Apple, ce qui est très différent des autres. C'est comme ils font avec Warner et c'est une critique qu'on faisait à Netflix, de déposséder les auteurs, les producteurs de leurs droits. Ouais, mais c'est pas un problème quand on paye beaucoup d'argent. Finalement, c'est pas un problème. Mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que travailler dans une norme, nous avons fait une série très haut de gamme, avec les moyens il fallait, mais les moyens sont beaucoup moins que le The New Look. Enfin, les productions américaines à Paris, je les connais par cœur, je connais leur budget par cœur, je connais leurs producteurs qui me consultent systématiquement. C'est vrai que ce que nous arrivons à faire chez Top, c'est de marier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un processus qu'ils comprennent, c'est-à-dire très à l'américaine, avec la qualité, les talents et l'énergie française, avec plein d'autres aspects qui sont très bénéfiques pour eux. Oui, on a un système formidable, l'exception culturelle, on a des auteurs uniques, on a des comédiens formidables, des techniciens, des réalisateurs incroyables, et donc c'est vrai qu'ils cherchaient quelque chose qui était plutôt rassurant. Voilà. Et d'ailleurs, les séries aujourd'hui en production ou en développement pour Apple sont généralement confiées qu'à des majeurs, à des studios majeurs en France ou à l'étranger. Ils ne sont pas en train de chercher, comme leurs concurrents, Netflix ou d'autres, des petits producteurs, etc., qui sont déjà contents de faire. Nous, on a un actif que l'on crée. Et donc l'actif, c'est comme un enfant, on doit l'élever, on doit le protéger et le plus longtemps possible. Il y a une prise de risque aussi qui est plus importante de la part du producteur aussi. Alors, avant, c'est-à-dire 7 ans, c'est parce qu'il faut travailler beaucoup dans le détail, comprendre cet univers, aller approcher des gens qui sont dans toutes les maisons de couture qu'on a vues, de passer beaucoup de temps pour comprendre ces subtilités, et même jusqu'aux produits. Les gens qui produisent nos maroquineries, les soies, la dentelle, etc., c'est les mêmes qui les font pour les plus grandes maisons de couture au monde. Donc, tout ça, on a reconstruit à la Cité du Cinéma un atelier de dentelle, de soie, de couture, de haute couture, de maroquinerie, c'est juste dingo. Mais tout ça pour servir le détail, pour ne pas s'exposer, ne pas me prêter le flanc. Tu ouvres bientôt les lieux du store. Une question de Laurent.
Non, ma question, c'est, si j'ai bien compris, encore une fois, nos auditeurs pourraient se poser la question, il y a une différence quand même de propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les studios pourraient dire, tiens, la prochaine saison, je ne la distribue pas sur la même plateforme de streaming. Non. Non, quand même pas. Ça n'existe pas. Non. D'abord, c'est déjà compliqué. C'est un process de trouver un distributeur, donc un diffuseur, et avoir comme partenaire Apple, c'est assez merveilleux. D'abord parce que leur exigence est très élevée. Très premium. Très premium. Là où il est important de travailler avec des partenaires comme ça, c'est justement quand Jay Hunt ou Joe Oppenheimer font des notes sur ce qu'on a des scripts, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai débat. On sait qu'on va dans la même direction. Je veux faire mieux. Et notre obsession, c'est toujours de faire mieux. Donc, c'est vrai qu'il est important pour nous de toujours donner cette exigence, de pousser cette exigence dans un cadre qui est le nôtre. Alors, tu parlais des studios aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un studio ? C'est encore une fois, c'est une machine à non seulement produire, fabriquer, mais c'est une machine à gérer, à manager. Et donc, de co-manager avec Apple une marque, c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que les meilleurs marketeurs du monde de l'iPhone, c'est Apple. Les meilleurs marketeurs du monde de services, c'est pas forcément Apple. D'abord parce que leur taille critique, ils l'ont pas encore, mais c'est vachement intéressant de pouvoir justement apporter notre savoir-faire, notre particularité de français sur un sujet qui est très français, mais les histoires se racontent universellement. Et donc, oui, je pense que cette collaboration a été intéressante. C'est complexe. Vraiment, c'est pas toujours... c'est pas un long fleuve tranquille. C'est des vraies discussions un peu ardues. Thibaut, en préparant cette émission ensemble, tu me disais que la concurrence entre les plateformes de streaming est importante aujourd'hui, si bien que souvent les studios qui ont la taille et le savoir-faire les mettent en concurrence aujourd'hui. Des fois, on a un peu l'impression que une série qui est produite, elle peut être mise aux enchères entre différents studios. On a l'impression que, par exemple, on prend par exemple La Maison. Est-ce qu'on peut le proposer aux enchères en disant Apple me propose de le diffuser pour tel prix 16 millions d'euros. C'est ce que tu as touché toi pour faire cette émission. C'est pas du tout... 160 ne millions. comparons pas les choses. Oui, Alors, je vais essayer de te répondre en disant encore une fois, c'est cher de fabriquer une série, c'est un risque. Nous, studio, on prend un risque avant de tourner. Donc on a déjà dépensé pas mal d'argent. Et ça nous donne un peu de leverage, un peu de poids pour pouvoir justement négocier nos contrats. Mais on ne fait pas des enchères. Les enchères, c'est pas ça. Les enchères, c'est comment est-ce que Top va aller chercher le meilleur partenaire pour tel ou tel projet. D'accord. Moi, je ne pouvais pas voir de meilleurs partenaires que Apple, qui avait une ambition. Encore une fois, il faut se mettre 3 ans en arrière. Il existe très peu de choses à ce moment-là, tous américains. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin, à part de Morning Show, qui était leur premier hit, et puis après, sur le foot, Ted Lasso. Ted Lasso, qui est vachement intéressant. Oui. Donc, pareil, c'est pas des projets qui sont emmenés à 25 endroits, c'est j'ai envie de trouver ma maison. Et ma maison, c'est mon partenaire. Et mon partenaire, c'est Apple. Donc, c'est vrai, j'ai besoin de comprendre plein de choses. Et partenaire d'Apple, ça veut dire partenaire d'Apple en France et en Europe. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis et c'est pas les mêmes règles. Et donc c'est vrai que c'est déjà compliqué. Donc d'aller se dire bonjour X, Y, Z, on va faire monter les enchères, c'est pas réel. Ça se passe pas comme ça. Sauf si tu es Brad Pitt et que tu dis voilà, j'ai un projet, come and get it, et lui il le fait pas non plus. C'est un choix compliqué. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il travaille aussi avec Apple pour la série F1. Absolument, ça va être génial d'ailleurs. Est-ce que le fait justement d'aller vers Apple, qui, si on reprend vos dires, vous avez commencé les contacts il y a 3-4 ans maintenant, du coup c'était un tout jeune studio, il avait 1 ou 2 ans.
Est-ce que c'était un risque ou justement c'était une chance de travailler avec eux? Pour moi, c'est une chance de faire la première série française avec Apple. Ouais. Encore une fois, ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir une premium au départ. Je suis le premier. Ouais. La Maison est la première série. Alors, il y a eu des séries françaises achetées, Les Gouttes de Dieu, qui est une série formidable, qui était sur France Télévisions, France 2, qui était développée pour France 2, rachetée par Apple. Donc, c'est une licence, pas exactement la même chose. D'accord. Mais nous, on a organiquement commencé à travailler pour Apple. Et c'est en effet un risque mesuré et sans dévoiler de secret, on peut. Évidemment, moi, j'avais un problème avec Apple sur le nombre d'abonnés qu'ils avaient en France à leur départ. C'est pas grand-chose. Très peu. Donc, on a dû s'expliquer. Et ils avaient, Zach et Jamie, les co-PDG d'Apple TV+, évidemment quelques idées, notamment ce lien avec Canal+, très fort, que Maxime Saada a mis en place, qui est formidable, parce que du coup, ils sont passés de quelques centaines de milliers d'abonnés à quelques millions d'abonnés. Et donc, pour moi, le risque... Et en effet, j'ai posé cette question, donc c'est une très bonne question, merci. J'ai dit, mais alors attends, moi je ne travaille pas pour 100 000 personnes, ou 500 000, peu importe. Ça, c'est pour On refait le Mac. Ça, On refait le Mac, les 6 personnes qui sont abonnés premium, chacun à 4 millions d'euros. C'est pas hyper... Chacun à 4 millions d'euros pièce, donc c'est bien. Sans la perche, il a saisi, mais incroyable. C'est pas hyper premium. Alors, rappelons que la série est tournée en français, tu l'as dit. Le choix de produire du contenu en français, c'est aussi pour respecter les quotas de production fixés sur les œuvres européennes et françaises. Donc, si Apple a... Non. Si je peux terminer ma question, monsieur... Non, mais ça y est, Non, monsieur Berger. Je sais exactement où tu vas, parce que tu es en train de lire un prompteur. C'est vrai. Mais c'est bon, je peux répondre à ta question. Et l'air surpris par ma question. Ah oui, voilà. Oui, concrètement, s'ils ont ouvert un bureau, c'est aussi pour ces raisons-là, pour rentrer dans et respecter la législation française et européenne en matière de coproduction. En gros, il faut que 15, je pars sous le contrôle de Thibault. C'est une super bonne question. 15% de chiffre d'affaires qui doit revenir de production Alors, il faut française. que tu regardes un peu les je vois que tu as tes notes devant toi aussi. Non, mais j'ai pas de problème. En fait, c'était pour vraiment... On refait le Mac. Tu as vu la belle présentation qu'on a fait là? Oui, c'est ce qu'on me donne. Moi, on fait du montrer, renseignement, absolument. Avant de venir voir, on me fait des feuilles en disant, écoute, il ne sait pas trop bien de quoi il parle, on va te filer quelques notes. Mais alors, vas-y. Ce qui est important pour nous, quand on regarde la différence, c'est en effet l'exception culturelle française. Il faut comprendre que le décret SMAD dont tu parles, c'est-à-dire en gros l'obligation des plateformes à faire et à produire sans détenir forcément tous les droits, c'est quelque chose qui arrive après un certain temps. C'est-à-dire que tu peux commencer à émettre et au bout de 2 ans, je crois, ou 2 à 3 ans, le décret s'applique. Donc, nous, on est arrivé dans un système qui était, je ne sais pas si Apple est encore ou toujours totalement compliant et dans les fours, ce n'est pas le sujet. Nous, on l'est. Et nous, on travaille dans un cadre qui est très précis, dans les règles extrêmement précises de la France. Et Apple n'avait absolument aucun problème là-dessus. On a dû faire quelques montages un peu sophistiqués pour que ça puisse marcher aussi pour eux, que ce soit mutuellement bénéfique. Mais bon, on était déjà équipés parce que la dimension de Top le permet. Pour ceux qui nous regardent, qui ne seraient pas des experts du milieu du cinéma et de l'audiovisuel en général, si Apple investit régionalement, que ce soit en Europe, en Asie ou ailleurs, c'est qu'il a besoin de toucher des cultures différentes, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas uniquement une obligation... législative qui l'amène, c'est une manière de se rapprocher de son audience. Les services d'Apple, faut refaire l'histoire. N'oublions pas que Apple change le game quand ils font l'iPod et que tout d'un coup, on sait manager la musique. Donc, c'est un service qui tout d'un coup existe parce qu'il y a un produit qui a été inventé pour rendre ça plus pratique. C'est vrai que le Apple TV, la boîte, est assez formidable, comme les tablettes, les iPads, etc. et d'autres sont, n'oublions pas, la raison d'être des services
corollaire, Apple TV+, ou Apple Music ou autre, c'est de vendre des appareils. Donc, comme Canal, son but, c'est de vendre des abonnements, comme TF1, c'est de vendre des spots de publicité, il ne faut pas se tromper de modèle. Mais ça n'enlève rien à la qualité, et ce n'est pas des obligations. Je parle de la qualité de ma question, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais ce n'est pas une question de qualité. Ils sont là en train de faire the best they can do. Et je pense que pour faire émerger une plateforme comme Apple TV+, qui est le plus petit de toutes les plateformes au monde, c'est forcément par la qualité, le côté premium qu'on y arrive. Mais de là à vouloir produire localement, on sait que d'autres plateformes avant Apple avaient fait ce choix-là, notamment du côté de Netflix ou Amazon, mais ils avaient vraiment produit des contenus qui étaient sur mesure, taillés pour le public entre guillemets français. Il n'y avait pas de visée internationale. C'est pas du tout la même approche que tu as eu avec la maison. Non, je suis pas d'accord. Je pense que toute plateforme a envie de faire rayonner l'ensemble de ses produits, Netflix, Amazon, comme Apple. C'est vrai que ce que le Bureau des légendes a démontré en 2015, c'est qu'il n'y avait pas de barrière à la culture, au langage et à des sujets qui étaient très français, en l'occurrence, et que l'on pouvait vendre un projet, une série, dans le monde entier. Et je pense que ça a donné, et puis on est très peu de champions français qui peuvent revendiquer ça, que ce soit Engrenage, que ce soit Lupin, que ce soit 10%. Franchement, au-delà de ça, il y en a très très peu. Et donc, le Bureau des légendes a vraiment pu creuser cette voie. Et maintenant, en effet, les producteurs français ont quand même une carte de visite importante. C'est vrai qu'on a une maturité de notre marché qui, jusqu'à présent, était tellement gâté et tellement riche qu'il n'avait pas besoin vraiment de réfléchir à l'extérieur. On avait un système, voilà, le CNC, etc., un système de banque qui était formidable pour le cinéma, mais évidemment, le cinéma est devenu autre chose maintenant. Les plateformes ont pris un poids différent. Le marché a totalement changé. La manière dont les spectateurs consomment du contenu a changé. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin de s'adapter particulièrement à ça. Et donc, pourquoi est-ce que Apple est en France ? Parce que la France est un pays qui consomme beaucoup de culture et de divertissement et qu'il y a quelque chose d'assez intelligent de pouvoir faire des projets, puisqu'on fait beaucoup de cinéma en France, on fait beaucoup d'audiovisuel. Mais au-delà, tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc culturel ? Moi, je me souviens d'avoir des discussions avec des responsables d'Apple à Cupertino, français. Allez là-bas, toi. Oui, ça m'est arrivé, mais il y a très longtemps. Pour signer son deal. J'avais 16 millions d'euros. Oui, 16 millions d'euros. Il me disait, c'est très compliqué pour expliquer à Apple que c'est une société très américano-centrée, dirons-nous, comparée à... comme tous les studios, comme toutes les plateformes. Voilà. Est-ce que ça a été compliqué, justement, ce que tu disais en amont tout à l'heure, d'expliquer les spécificités du public français, de la culture française et des manières dont on raconte les histoires ? Oui, mais... Il a fallu se battre ou ça s'est fait naturellement ? Non, c'est d'abord, c'est vrai que culturellement et même structurellement, la manière dont on fabrique une série n'est pas la même qu'on soit en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre. Or, nous, nos interlocuteurs, c'est Apple TV en Angleterre, qui ne travaillent pas de la même manière qu'aux États-Unis. Et c'est vrai ils ont une vraie indépendance par rapport aux États-Unis. Oui, pas toujours le cas chez Apple. Hein. Non, mais ils rapportent à Cupertino, ils rapportent à Culver City, à LA, où est le siège de Apple TV+, pour la production. Mais faut bien se mettre dans la tête que l'idée pour eux, encore une fois, c'est on doit faire en sorte que le cumul de ces audiences soit intéressante, donc que ces publics soient intéressants. Donc à ta question, est-ce que c'était compliqué ? Évidemment que c'était compliqué, mais on est un studio, donc on a une façon de faire. Et on a un souvenir précis, par exemple. Pardon ? Tu n'as pas un souvenir précis, d'une incompréhension Si, il demandait notamment des gens, voilà, des rôles
qui n'existait pas en France. Donc on a besoin d'un tel rôle dans la production, d'une position assez particulière. Et je dis, mais je ne comprends pas ce que c'est. Et donc il nous l'expliquait. Je dis, mais je ne sais toujours pas ce que vous voulez. Donc vous voulez plutôt A, B ou C ? C'est-à-dire un directeur de production, mais on en a déjà 2. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, c'est vrai qu'il fallait marier 2 organisations qui, voilà, à la fin de la journée, la cuisine, la brigade, elle est faite de 25 personnes ou elle est faite de 15 personnes. Nous, on fait à 15 personnes et ça marche extrêmement bien. Et c'est vrai que quand on regarde la dimension du New Look par rapport à la maison, c'est un facteur de x3. Et donc, ce n'est pas la même chose. On n'est pas en train de parler de la même chose. Il y a X nombre de chauffeurs qui attendent des gens toute la journée. Enfin, il y a beaucoup de dépenses qui sont légitimes, qui sont structurelles. Une production anglo-saxonne et américaine, c'est 2 fois plus de monde sur un plateau. Nous ne faisons pas ça en France. On n'a pas besoin. Alors, on le fait. Voilà, mais pourquoi dépenser autant d'argent ? On préfère mettre de l'argent à l'écran et avoir des décors, des lieux, etc. Laurent. Y a-t-il des contraintes particulières fixées sur les audiences d'une première saison pour envisager une saison suivante, ou ça se fait en amont, ou ça se fait à un moment, à la fin, on fera le point dès que la première saison est sortie? Alors nous, on pousse toujours à avoir les choses le plus tôt possible, parce que nous, on écrit déjà. On est en train d'écrire la saison 2 depuis des mois. On joue la gagne, nous. Ok. Voilà. Donc, encore une fois, on est un studio. Ouais. Donc ce risque-là, pas tout le monde ne peut le prendre. Bien sûr. C'est-à-dire financer, en gros, le fait d'avoir un room d'auteur, et des showrunners qui continuent à réfléchir, c'est un risque supplémentaire, relatif. Voilà, on est là. Mais c'est vrai que je comprends toujours pas le secret de ne pas dire ce qu'on fait comme audience. Donc j'ai aucune idée. Mais ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que quand un Netflix, un Amazon, etc. dit « Non, mais vous n'avez pas fait beaucoup d'audience », c'est-à-dire Apple de dire « Vous n'avez pas performé », ça arrive, hein, je peux l'entendre. Et peut-être, ils vont nous le dire. Là, ils ont été quand même contents. Non, mais attendez, il y a des choses que je sais. Je ne peux pas parler des choses que je ne sais pas. Le data, je ne l'ai pas. Mais ce que je sais que sur Canal+, par exemple, numéro 1 ou 2 pour toute la saison, c'est plutôt bon signe. Bah oui, je pense voilà. aussi. 2, dans le monde, de savoir qu'on est au début dans le top 5, puis avec l'arrivée de plein d'autres séries, on est dans le top 20, globalement, c'est pas trop mal. Donc peut-être, on va dire, non mais il aurait fallu que vous soyez numéro 1 partout pendant 10 semaines. Je peux l'entendre, mais après, il faut vraiment argumenter. Tu as des infos, Thibaut, concernant les audiences du Bureau des légendes de la maison sur Apple TV+. Comme toutes les plateformes de streaming, Apple, c'est très opaque. On n'a pas d'informations, ils dévoilent pas de chiffres. Moi, je suis le classement, enfin le top 4 d'Apple TV+, toutes les semaines. J'ai vu que la maison s'était quand même hissée dans le top 2, alors que la concurrence était rude pendant ce moment-là. Ah ouais. Donc, avec des très bonnes choses, on était plutôt contents. Une période chargée pour la série. Ouais. Et puis là, en plus, c'est un peu plus compliqué de rester aussi, parce qu'il y a Silo qui est arrivé, et on sait que Silo sur Apple TV+, c'est un monstre. Un blockbuster. Donc voilà. Moi, on était contents parce que Silo est arrivé et jusqu'à la 10, on était toujours dans le top 2, top 3. Ça, c'était important. Mais c'est vrai que pour moi, d'avoir fait cette première série française sur Apple TV+, c'était important. Deuxièmement, il y a un aspect très qualitatif. C'est-à-dire que je n'ai jamais, moi, de ma carrière, eu aussi vite autant de critiques positives et 100% de Rotten Tomatoes, enfin des choses qui sont en gros du public qui regarde une série et qui adore cette série, c'est quand même assez rare. Donc, que ce soit le New York Times
avant la diffusion, qui fait un article, Le Guardian, enfin tous les quotidiens ont fait une critique positive, à part 2. Et là, je vais y aller. Hein. Alors, l'Humanité a pas aimé, et Télérama. Et ça, c'est plutôt un excellent signe, parce que Télérama avait détesté le Bureau des légendes et avait écrit un papier là-dessus. Donc, moi, je remercie Télérama, parce que je pense que c'est un facteur de succès que d'avoir une critique ou pas de critique du tout sur Télérama. Mais bon, on va survivre. Bien, je propose que l'on pénètre encore un peu plus dans les coulisses d'Apple TV+. Ah bon ? Alors Alex, c'est la 50e série que tu produis après le Bureau des légendes, avec Canal+. Signé avec un studio américain, qu'est-ce que cela change au-delà d'un rayonnement planétaire de ta production ? Est-ce que tu le disais, les méthodes l'organisation est différente, mais est-ce que les méthodes de travail diffèrent véritablement d'un studio à l'autre ? Oui, totalement. Oui, pour plein de raisons, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais déjà cette culture, voilà, c'est des anglo-saxons, ne travaillent pas comme les latins, déjà à la base. Et donc on a besoin, le but est le même, c'est de faire la meilleure série possible pour le moins cher possible et le plus vite possible. Donc oui, on lutte contre le temps un peu plus, on doit s'expliquer sur beaucoup de choses, on doit justifier beaucoup de choses dans nos choix, de la constitution de l'équipe, de la manière dont on approche les choses. Et très franchement, oui, les premiers rushs, c'est-à-dire les premières images que Apple a regardées, ils ont flippé leur race. Ah oui. Ils ont dit, oula, où on va ? C'est-à-dire ? Ils arrivaient, on avait des principes de tournage, on avait besoin de tourner dans un relatif désordre, voilà. Et ce qu'ils voyaient, ils ne comprenaient pas les rushs, c'est-à-dire ils ne comprenaient pas les dimensions qu'on était en train de donner. Mais est-ce que c'est aussi dingue que vous m'avez promis ? Les décors, je dis, mais les décors, on va les tourner jeudi. Là, on est lundi. T'inquiète, tu les auras, tes trucs. Donc, c'est vrai que c'est pareil toujours, c'est l'explication. On doit, n'oubliez pas, Apple, comme tout écosystème, c'est un écosystème qui doit valider les choses. La seule chose que je sais, moi, depuis 40 ans que je fais ce métier, c'est que personne ne sait. Mais moi, en tant que producteur, je dois être entièrement convaincu de ce que je veux faire, de mon produit, de la manière ça se passe. Donc c'est vrai que chaque studio est différent, chaque process, et nous, on a un process très différent des autres, en tout cas en France, mais à la fin de la journée, c'est d'expliquer et de rassurer. Parce qu'ils sont flippés, parce que Jay Hunt et Joe Oppenheimer, qui sont les patrons à Londres, doivent rapporter à des patrons à Culver City, qui, eux, doivent rapporter à des autres patrons qui doivent rapporter à des actionnaires. Enfin, c'est sans fin. Ouais. Donc, nous, notre métier, c'est ceinture et bretelles tout le temps. On doit expliquer, surexpliquer, leur dire « T'inquiète la guinguette, on va y arriver. Vous allez avoir ce qu'on vous a promis, et plus, et mieux. » Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est surflippant. Alors, plus on avance, évidemment, dans le tournage, plus ils sont rassurés. Puis tout d'un coup, c'est vrai que quand Jay est venu visiter le plateau sur une journée extrêmement complexe de défilé que l'on voit à la fin de la saison, tout d'un coup, elle a soufflé parce qu'elle a vu que finalement, les choses monstrueusement complexes qu'on avait besoin de faire, c'était maîtrisé, ça allait dans le bon sens, c'était mieux que ce qu'il y avait sur la page, et donc l'image dépassait la page. Donc ça, c'est bien. Quand tu disais tout à l'heure en préambule que Apple avait un positionnement 100% premium, comment ça se traduit concrètement lors de la production par rapport à ce que tu as pu connaître chez Canal, qui est déjà lui-même un positionnement très premium, hein. D'abord, l'exigence, l'ambition, le cast, Ils ont été interventionnistes sur le casting ? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont un avis. Ils ont un avis sur tout. D'abord, on propose. Et eux, le premium, c'est « OK, c'est super. Et alors, si on faisait ça, si on fait ça, alors ça change ça. Ah oui, mais et alors, donc, si on va encore plus haut, etc. » Alors, tout ça avec quand même une idée
d'argent. Bien sûr. Alors, à comparer, c'est vrai que le Bureau des légendes en 2015 a été fait, première saison, pour 15 millions d'euros. Canal en a mis 11 millions. Cette première saison d'Apple, c'est quand même beaucoup plus d'argent, c'est plus ambitieux. C'est 120 pays tout de suite. Exactement. Voilà. Et donc, franchement, l'idée pour eux, le premium, c'est pas de dire on va acheter 8 milliards de 4x3, on va essayer, et c'est un peu différent chez Apple, ils sont encore sur un système de si on le fabrique, les gens viendront. C'est-à-dire, on est tellement premium que voilà. Et même si c'est moins de gens, ils vont venir parce qu'on va faire des choses vraiment différentes, très haut de gamme, etc. Je pense que ils ont besoin, avec le temps, d'apprendre un peu plus la réalité du marché, du marketing, de la promo, etc. Mais non, c'est vraiment une ambition forte. Hein. Oui. Alors, moi, j'ai une question sur le casting qui était le début de la question. Ouais. La spécificité de cette série, c'est qu'elle a un tropisme français. Ouais. L'histoire et le casting. Comment Apple arrive finalement sur le casting ? Parce qu'eux n'ont pas ce tropisme-là. Ni les équipes. C'est vachement intéressant parce que, en gros, tout notre cast, personne aux États-Unis vraiment ne sait qui ils sont. Justement. Donc, on est obligé de mettre en... peut-être. Non, mais évidemment, Lambert a fait des choses, Carole Bouquet a fait des choses. C'est pas neutre. Et leur choix n'est pas neutre non plus. Mais le premier choix pour nous, c'était la qualité du jeu. Ils étaient... Alors, Lambert Wilson, depuis le premier instant, j'ai dit, c'est Lambert Wilson. Vincent Ledoux, c'est Lambert Wilson. Et il est au-delà de ce que je pouvais espérer. Mais c'est vrai qu'on est obligé, nous, d'expliquer, de justifier qui sont ces gens-là. Oui, mais alors, qu'est-ce que fait X, Y, les plus grandes stars ? Mais pourquoi pas machin, etc. Je dis, oui, pourquoi pas, mais c'est pas bon pour ce qu'on veut faire. On peut appeler qui on veut. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect très... on veut the best of the best. Il voulait mettre une petite star américaine qui débarquait. Olivier Frégara. Non, sérieusement. Il voulait mettre une petite vedette du cru pour pouvoir essayer de vendre mieux aux États-Unis, peut-être. C'est une tentative légitime. Hein. Non. Mais on leur a... Non, jamais. Ils ont voulu imposer, je te dis. Lui, mais t'as pas écouté quand il... alors, j'ai pas entendu, mais... Non, il disait qu'il voulait imposer Olivier Frégara, mais je suis trop cher. On sait qu'Apple est également très sensible à protéger... Mais, excusez-moi, messieurs, dames, mais c'est le Olivier Frégara Show. Hein, lui, il fait ça uniquement pour se positionner sur son nouveau métier qui est vedette de télévision, de feuilleton, avec... Encore une fois, un truc absolument incroyable parce que la dimension de ce décor... Des millions d'euros. Tu sors 16 millions, 16 millions ne cache pas la magie du décor. Bien, là, tu sais très bien qu'il faut laisser la magie. Si tu relèves les trucs... Regardez mes cheveux. Regardez tes cheveux. C'est de la magie du décor. Voilà, je t'ai donné mes cheveux. Donc on sait qu'Apple, et tu échapperas pas à la question, est également très sensible à protéger ses utilisateurs au contenu violent et à caractère sexuel, je l'ai dit, qui pourrait choquer. La pomme qui se veut plutôt prude, voire pudique, que ce soit sur l'App Store notamment, et dans les contenus qu'il diffuse d'ordinaire, c'est un peu le mot d'ordre qu'avait donné Tim Cook lors du lancement de service de VOD en 2019. On était un petit peu inquiets, nous, on refait le Mac, et on a vu beaucoup de belles scènes crues dans les premiers épisodes de la maison. Est-ce que ça a inquiété Apple ? Est-ce qu'elle a mis le haut là de suite ? Non. On n'avait pas de problème. Vraiment, on n'a jamais eu de problème de censure ou d'autre chose. Je pense que, encore une fois, l'histoire est assez naturelle dans un milieu où, quand on parle de sexualité ou d'homosexualité ou de genre, etc., c'est juste le milieu que on est en train de décrire. Donc on est resté fidèle à la vision des auteurs et je pense que Apple a été très respectueux de ça. Aussi, c'est la nature un peu française, un peu différent. Voilà, on est français. Et donc, c'est vrai que peut-être ils nous ont permis d'être un petit peu plus dans une certaine sexualisation.
mais ce n'est pas le sujet principal. Je pense que le sujet principal, c'était d'être sûr de ne pas avoir trop de Samsung. Oui, justement, ce qui voit la question suivante, elle est sur le prompteur, Laurent. Ah bon ? Ouais. Non, j'ai pas vu. Est-ce qu'Apple a fixé des contraintes particulières ? Par exemple, la présence de produits Apple dans certaines scènes. Quasiment toutes les scènes, il y a un produit Apple. En même temps, je vais être assez honnête, c'est pas très dérangeant parce que 98% des gens qui travaillaient sur la maison avaient des produits Apple. Quand tout d'un coup on parle il y a un moment important, de captation d'un système au tout début, premier épisode, etc. On aurait pu prendre n'importe quoi, mais pourquoi s'emmerder à prendre un Xiaomi, si ça existe encore, plutôt qu'un Apple iPhone, peu importe le modèle. Donc, c'était vraiment pas un sujet parce que, vraiment, naturellement, tout ce qu'on a fait dans l'écriture de cette série était fait d'abord par cette vision forte de l'histoire qu'on avait envie de raconter. Donc, s'il y a un téléphone, autant demander à Apple, pouvez-vous nous prêter 250 iPhones pour faire en sorte que ça marche ? Oui, et alors, ok, voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il n'y a pas eu vraiment d'autres choses. C'est vrai que il y a eu des débats sur le positionnement de cette série. Est-ce que ça va être fait pour des jeunes adultes ? Est-ce que ça va être fait pour des adultes ? Et c'est, pour nous, on veut le faire pour un public le plus large possible. Donc, sans renier sur les lignes narratives qui étaient importantes. Donc, c'est vrai qu'on a besoin systématiquement de se poser la question, nous, de jusqu'où on pousse le trait. Mais en fait, l'histoire nous a conduit naturellement à raconter nos personnages en plein et de façon très différente, c'est vrai. Merci Alex. Alors, on va faire un petit peu un premier bilan de la stratégie d'Apple, à savoir si elle a été payante ces dernières années, avec un état des lieux du marché du streaming. C'est le jeune homme en face de toi qui va le faire, en face de toi, en duplex. Il est loin là-bas, de l'autre côté de Paris. Oui. À son lancement, Thibaut, Apple a fait le choix de lancer son service avec du contenu 100% original et de ne pas proposer d'autres productions issues d'autres studios. Quand Amazon a tout bonnement racheté la MGM, ça n'a pas vraiment permis, ça n'a pas vraiment été un choix payant pour faire décoller l'audience, Thibaut, au départ. Hein. Disons que se lancer sur le marché du streaming, à l'époque fortement dominé par Netflix, avec 9 programmes, on s'en souvient, le premier jour, c'est un peu compliqué. En 2 nuits, on avait vu toute la série, quoi. En 2 nuits, on avait vu déjà les 2 premiers épisodes de Morning Show, c'était pas mal. Et ensuite, on avait vu Dickinson, que j'aime beaucoup, par contre. Mais ça a été très compliqué, il a fallu beaucoup de temps. En France, il a fallu Canal pour vraiment donner un coup de pouce, on en parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, les chiffres se portent mieux, mais c'est pas encore... Donc depuis, Apple a totalement revu sa stratégie de distribution. Il y a Canal en France, il y a Amazon également aux États-Unis. Il rentre Apple TV, pas uniquement sur les produits d'Apple. On sait qu'ils étaient déjà sur les télés concurrentes ou des produits de diffusion concurrents de ceux d'Apple, mais on va le trouver sur d'autres plateformes aujourd'hui. Alors, en France, c'est sur MyCanal directement, inclus dans les offres, et on peut regarder Apple TV+ via l'application MyCanal. Aux États-Unis, c'est un petit peu particulier. Le mois dernier, en fait, Apple TV+ s'est lancé en tant que Prime Video Channel. Donc, il faut un abonnement supplémentaire en plus de l'abonnement Prime pour bénéficier d'Apple TV+. C'est assez différent, mais ça permet notamment aux utilisateurs Android aux États-Unis d'enfin bénéficier d'Apple TV+. Et puis surtout 100 millions d'utilisateurs en plus, potentiel. Prime Video est le premier acteur aux États-Unis depuis plus d'1 an en part de marché. On va en parler des parts de marché. Au départ, il a pu pas mal quand même tâtonner en termes de compréhension de l'offre et de l'interface également. C'est-à-dire qu'il y avait des confusions. Alors, je vais dans Apple TV, mais j'ai du contenu d'Apple TV+, mais j'ai du contenu de feu, iTunes, Movie, etc. Mais c'est payant alors que j'ai abonné. Et puis, il y a du contenu poussé de plateformes. C'était un peu le bordel au départ, on est bien d'accord. C'est encore toujours plus uniquement la pour toi. Parce que nous, on est arrivés. Tous les gens qui sont plus jeunes que toi, on est arrivés très facilement, non ? Alors, c'est un Thibaut, petit peu compliqué quand arrivé même. facilement quand même. Moi, oui, parce que je baigne dedans. Mais il y a encore des gens... Il était juste à côté de toi, je te dis, il est loin, il a des milliers de kilomètres.
Voilà, il est en duplex par satellite via Starlink. Elon Oui, Musk. mais je regarde l'écran. Ah, très bien. Vas-y, Quel professionnel. t'as vu? En fait, ça peut être un peu compliqué parce qu'on regarde Apple TV+, dans l'application Apple TV, et avec un peu de chance, on est sur une Apple TV, et dans quelques années, on aura peut-être même une Apple TV. C'est la dernière rumeur à la mode. Oui, voilà. Une donc, télé d'Apple, de retour. qui se mord la queue, cette rumeur. Oui, il a fallu faire un petit peu d'éducation sur cette partie-là. Après, aujourd'hui, ça va mieux et l'intégration avec Canal a fait beaucoup de bien, puisque, surtout en France, où Canal aide énormément. Oui, ça c'est une bonne nouvelle pour la... Pas aux négociations que tu as commencé, ça n'a pas incité Canal, peut-être quand ils ont vu ça. Non, j'ai rien dit. Je vois pas de quoi tu parles. D'abord, ça regarde que Apple. Hein. Oui, Le je sais, Canal je sais aussi bien. un petit peu. Mais- Les Ouais, Canal non, mais et- ça peut influencer de savoir qu'il va y avoir une belle série française. Peut-être. Alors moi, Moi, je pense. j'ai vu une étude, je ne sais pas si ça te parle, de l'Institut Statista, mon cher Thibault, qui est paru en 2023, qui montre que près d'un tiers des spectateurs ont passé plus de 10 minutes juste à chercher, par jour, juste à chercher un film sur les plateformes de streaming. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle... Un film ou une série? Un film ou une série, Un c'est à peu un près la même programme. chose. Hein C'est-à-dire contenu, que 10 la minutes, première également. difficulté aujourd'hui d'un... C'est trop de choix, tue le choix. Voilà, c'est ça que tu es en exactement, train de dire. exactement. Non, mais est-ce qu'il y a une démarche et une réflexion qui est faite de ton côté ou qui est menée avec Apple? Je dis Non, pas que j'ai moi, collé je- Alex Berger. Ils ont, Moi, pas- je- ils ont moins de je- choix sur Apple TV déjà. Il y a quand même Non, du non, choix. alors, non, moi, je suis obsédé par ce que je produis, donc je ne vois que ça. Par ailleurs, je regarde beaucoup de choses. Voilà, je suis un spectateur comme tout le monde. Je suis un boulimique de choses de qualité, etc. Je donne au moins la chance de regarder le pilote ou les 2 premiers épisodes, et après, peut-être pas le Passe à autre reste. chose. Tu décroches après 2 épisodes et tu recommences pas, même si par exemple, dans Succession, par exemple, tu vois, les 2 premiers sont plus lents que la moyenne et pourtant. Les 2 premiers du Bureau des légendes étaient vraiment lents, et oui, mais si je suis Faut donner pas la chance au produit. un peu intéressé, s'il y a rien qui me plaît, non, je il y reviens en a pas. plein qui ont arrêté les 2 premiers de Succession et vont dire c'est trop lent. Ouais. Et Et c'est pas- erreur. et c'est ce que je t'ai dit mais d'ailleurs. c'est comme les 4 premiers épisodes de The Wire. Tu sais même pas ce que tu es en train de regarder, puis tout d'un coup, Boum. tout se met en place, et c'est. Dans la maison, ça ouf. démarre fort au moins. Oui, et je pense que c'est aussi la différence de l'expérience des spectateurs aujourd'hui. Cette boulimie, cette offre qui est gigantesque avec toutes les plateformes, c'est beaucoup de choses et rien à voir. Donc en gros, comment je vais trouver quelque chose, chaussure à mon pied? Et donc c'est vrai, nous, le positionnement de Top, c'est toujours d'être un peu plus distinctif. Voilà, on doit être un peu en rupture. Personne ne nous attend, donc il faut créer ce désir. Et c'est vrai, c'est par des histoires un peu différentes et en innovant un peu la manière de les Et raconter. une curation un peu différente également. Tout Alors à ça fait un peu plus... Olivier Frigara. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant, Thibault, qu'Apple TV et Plus est lancé. Est-ce qu'on a... Et ça fait à peu près 5 ans que je suis sur le plateau. Là. Oui, mais il C'est faut répondre impressionnant. plus succinctement, C'est monsieur, pas possible. monsieur c'est pas Berger. possible. Ça dure quoi, 4-5 heures 4-5 heures, à peu près Ouais. comme un épisode de la maison. Alors, on était en termes de... 4-5 heures. Ouais. T'as pas encore regardé, quoi. Mais ça J'ai t'a paru Non, 4-5 heures. j'ai tout regardé. Ah bon. J'ai beaucoup aimé. On était en termes de part de marché, tant en France qu'au niveau mondial d'Apple TV. Tu as quelques slides que tu nous as préparés, Thibault. Tout d'abord pour la France, sur le marché français, Apple TV+ représente aujourd'hui 6% pour le 3e trimestre. Moi, j'aurais pensé moins, je suis agréablement surpris. Ça, c'est l'effet Canal, on est d'accord. Oui, ça a fortement augmenté depuis que Canal l'a intégré en fait. Et c'est aussi pour ça que Paramount Plus a suivi le même chemin il y a quelques mois d'ailleurs. Paramount Plus. Très bonne Bien joué. idée. Très bon. On en parlera juste après ça. Voilà. Ouais. Paramount Plus qui est toujours dans Autres d'ailleurs sur ce graphique. Donc, le numéro 1 du marché en France aujourd'hui, C'est Netflix. C'est Netflix. Mais D'accord. talonné par Prime avec 26%, suivi par Disney+, mais Disney+, ça pourrait assez rapidement changer parce que d'ici la fin de l'année, il va sortir de l'accord avec Canal, Voilà. ce qui est quand même un gros changement et moi ça me surprend un petit peu comme décision parce que Une grosse Ils remise pensent en qu'ils cause. peuvent réussir par eux-mêmes, sans Canal. Et c'est l'enjeu, en tout cas. ouais, En tout cas, On espère pour eux. Je sais pas, aucune idée de leur stratégie. Moi, d'un manière macro, je pense que c'est important
pour ces streamers de comprendre que ce qu'ils vont perdre d'un côté, ça va coûter très cher pour acheter de l'abonné. C'est vrai que Disney, c'est autre chose. Je pense que Disney est tellement fort sur le positionnement enfant. Donc c'est papa et maman qui prennent les abonnements et tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir, des franchises intéressantes, Star Wars, tout ce qu'on Marvel et tout ça, c'est super. Mais voilà, seul c'est un boulot, hein. Et je suis sûr qu'ils vont y arriver. Le chiffre d'Amazon, est-ce qu'il n'est pas un peu biaisé de par le fait que c'est un abonnement Prime plus qu'un abonnement à un service de musique ou de vidéo? À ce niveau-là, Amazon est un petit peu biaisé, oui, parce qu'il y a Amazon Prime qui aide énormément. Mais de l'autre côté, Apple TV+, aussi. Il y a beaucoup d'abonnés avec Apple One et on ne sait pas s'ils ouvrent particulièrement l'application. Oui, et le fait d'acheter un téléphone te donne la possibilité, dans le produit Apple, d'avoir la gratuité également, c'est ça? Voilà, il y a 3 mois offerts. Au lancement, c'était 1 an avec 6 mois bonus si vous faisiez partie des premiers parce qu'il y a eu le Covid. Donc ça a joué énormément. Et puis voilà. Donc ça, c'était les chiffres pour la France. On a également une slide que tu nous as préparée pour le marché. Les US. Donc sur le marché américain, ça fait plus d'un an. Même, je crois. C'est monde ou US? C'est États-Unis seulement. États-Unis. Sur le marché américain, du coup. Alors ça, pardon. Ça, c'est l'évolution. On voit l'évolution en France. Excuse-moi. C'est l'évolution en France et on peut voir notamment que Max, qui s'est lancé il y a seulement 4 mois au moment où j'ai reçu ces graphiques, a fait un très bon démarrage. Aussi effet Canal, puisqu'ils ont été d'office inclus dans la majorité des offres. Et Max, il faut quand même le rappeler, c'est le groupe Warner plus HBO. Enfin, c'est un mastodonte. Hein. C'est Harry Potter, c'est Game of Thrones, c'est Tchernobyl. C'est aussi très premium, en tout cas c'est la vision que j'en ai, comme service. Ça, c'est toujours pour la France. Oui. Juste un mot peut-être avec Alex. La stratégie de Canal aujourd'hui que tu connais bien, elle est différente. Je ne connais pas bien la stratégie de Canal. Tu as travaillé pour Canal pendant des années. Oui, mais directeur de la stratégie de Canal, Vivendi. Bref, oui, mais bon, on a il y a quand même un bout de temps. Oui, c'est quelques décennies. Il applique là maintenant. Oui. L'idée, c'est quoi? Maxime Saada arrive à faire très très bien les choses. L'idée, c'est quoi? C'est de ne pas essayer de distribuer tout le monde, en fait, c'est ça? Et de prendre ça derrière? Moi, je pense que la mue de Canal s'est rapprochée beaucoup plus de Sky, c'est-à-dire d'être un Uber distributeur, parce que voilà, one-stop shopping, comme on dit. Voilà, j'ai un endroit, j'ai un abonnement, je peux tout trouver, et puis j'ai des offres intéressantes à l'intérieur. C'est vrai que quand j'ai MyCanal et que je peux regarder Apple, Paramount, et tout le reste. Et Max même maintenant. Et maintenant Max, c'est super. Enfin, je trouve ça pratique. Maintenant, c'est pas forcément l'intérêt des studios, des plateformes, etc. Eux, ils ont besoin de capter directement ce public et ses abonnés parce qu'ils sont tous publicly traded, donc ils sont en bourse. Et ça, c'est vrai, quand on entend Bob Iger expliquer que on va en faire moins, on va essayer de se concentrer. On va en parler de Bob Iger. Voilà, sur nos cœurs de métier en dépensant un peu moins et en essayant de capter un maximum d'abonnés. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ils ont réussi à être de 0 à 100 millions très vite. Au-delà de 100 millions, ça devient très compliqué. Et je veux pour preuve Paramount+, qui, aux États-Unis, a rassemblé les Showtime et d'autres plateformes dans Paramount+, et qui aujourd'hui est plutôt assez malin sur les partenariats qui nouent pour aller plus vite sans que ce soit un coût supplémentaire. Donc, on va en parler. Voilà, on va en parler parce parlons-en. Il y a une bonne série qui va... On va en parler dans un instant. C'est vrai. On va en parler. Il y a un chapitre pour ça. Donc on enchaîne sur le marché des États-Unis. D'accord. Mon cher Thibaut. Vas-y. Donc, sur les États-Unis, c'est Prime Video qui truste le marché, à 22% depuis maintenant plus d'un an devant Netflix, il faut quand même le noter. Max est en 3e position derrière Netflix. Le groupe Disney, du coup, parce que Hulu appartient à Disney, c'est quand même 22% également, donc la même proportion au final que Prime Video. Paramount Plus est devant Apple TV+, et Apple TV+, représente 8%. Chiffre qui, du coup, comme on le disait il n'y a pas longtemps, peut changer avec l'intégration dans les Prime Video Channel.
le mois dernier et du coup qui se feront ressentir à partir du 4e trimestre 2024. Ouais. Donc si on compte véritablement et qu'on regarde les vrais abonnés, c'est Netflix qui continue de dominer le paysage au niveau mondial, en tout cas avec 260 millions d'abonnés. Dans le monde entier, c'était en début 2024, on verra les résultats financiers à la fin de l'année, loin devant ses concurrents les plus proches que sont Disney+, et Amazon Prime Video, c'est une source DMB. On va essayer de se projeter sur le futur du streaming et le futur d'Alex Berger. Axel Mais j'ai changé de nom, c'est pour ça. Pas grave, on y va. Alors, est-ce qu'il n'y a pas Madame Soleil, raconte-moi un peu mon futur. C'est toi le spécialiste. Non, mais regarde. Tu viens de dire... Non, mais tu vas là, tu as tous tes chiffres là. Tu vas nous dire le nombre d'acteurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu trop de plateformes de streaming, monsieur Berger? On a vu Monsieur Frigaras. Je m'appelle Alex Berger. Axel. Je suis Axel Burger. Axel Burger. Alors, plus sérieusement, les difficultés de Disney, on les a vues, qui en parlait tout à l'heure, Disney+, qui a conduit à un retour de Bob Iger, qui a écarté son dauphin, Bob Chapek. On voit qu'il y a quand même des géants qui ont des difficultés sur le streaming, pas seulement dans le cas de Disney, mais à un moment donné, il faut quand même faire des choix. Il ne peut pas avoir 50 millions d'acteurs sur un même créneau. Le gâteau, il faut se le partager. Et les abonnements, on ne peut pas tous sortir 15 ou 20 euros par mois, 15 ou 20 dollars par mois. Toi, tu peux. Tout le Moi, je peux avec mes 16 millions d'euros. Tu peux. Mais toi aussi un peu. Non, on a les accès d'Olivier tous. Bah évidemment. Bah moi oui. aussi. Je les partage à tout le monde. On a le droit de faire ça? Non, lui, il a l'option Unlimited. Ah, ok. Premium. Alors, est-ce qu'il y a trop de plateformes de streaming, Alex Berger? Jamais trop. Jamais trop. Pour un producteur, jamais trop. Non, mais franchement, il y a une concentration qui s'est opérée en 2023. C'est-à-dire jusqu'en 2023, c'était la ruée vers l'or. Tout le monde avait besoin de changer de modèle, donc n'oublions pas d'où on vient, les studios, des machines incroyables à produire et à vendre dans le monde entier, et puis tout d'un coup, en effet, on peut directement se lier au public, donc il n'y a pas de distributeur tiers comme Canal l'était à un moment, ou Sky ou d'autres. Donc ça a permis c'est radical dans le modèle, mais tout d'un coup, oui, des machines à vendre qui ne vendent plus, c'est-à-dire qui ne vendent qu'à eux-mêmes, ça représente un challenge supplémentaire. Donc ça coûte toujours autant, quelques milliards par an, et finalement la rentabilité, il faut la trouver chez l'abonné, et donc c'est un autre modèle. Donc moi je vois dans le marché, en tout cas en France c'est évident, Max est passé de beaucoup de développement à plutôt très peu de développement, pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce que, en effet, la maison mère, Warner Discovery, donc qui appartient à Liberty Media, dit à un moment, les gars, il va falloir faire attention. Ça, c'est avant une récession. Et en effet, moi, je pense toujours la même chose depuis 40 ans. On est dans un business particulier. Le contenu... quand l'économie va très bien, le contenu va très très bien. On a envie de se divertir. Et quand l'économie va extrêmement mal, on a toujours envie de se divertir pour se changer les idées. Et le divertissement le moins cher, c'est quand même la télévision, l'audiovisuel, etc. Donc c'est vrai qu'on a toujours un potentiel formidable. Je pense qu'il va y avoir des rapprochements intense, comme on a vu, comme tu racontes, c'est vrai que Disney mange à peu près tout autour de lui, Peacock, donc Comcast aussi, Paramount aussi. C'est vraiment intéressant de voir ça par rapport aux streamers purs, c'est-à-dire Netflix ou Amazon qui achète MGM, donc a besoin de catalogues supplémentaires. Enfin, tout ça, ça annonce, comme dans tous les métiers, une espèce de concentration où les géants ont besoin de quelque chose. Apple a plus d'argent que tous les autres réunis. Oui, il est le PIB d'un pays développé. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Je pense que Eddie Q est assez intelligent pour réfléchir et à vendre à Tim Cook des idées sur comment accélérer les choses.
combien ils ont envie de dépenser, ça on verra. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Pas vraiment. C'est bien de faire gentiment, de dépenser, puis d'acquérir. Et puis à un moment, quand les actionnaires vont pouvoir dire, dis donc, faut aller où? Ouais, t'as acheté du cher, hein, parce que c'est voilà. Ils sont très bien, le meuble de jardin. Énorme. Mais donc, quand les actionnaires vont commencer à dire, va falloir aller plus vite. Ceux qui ont de l'argent vont senti pouvoir... chez Apple une volonté d'aller titiller un Netflix ou un Disney+. Alors, je n'ai aucune idée. Je pourrais pas. Non, je n'ai aucune idée. Tu veux pas répondre. Non, alors j'aimerais bien répondre, et je réponds surtout à des choses où je peux, mais alors là, en l'occurrence, je ne suis pas... 40 ans d'expérience qui font la différence. Non, je subodore que si un jour ils ont envie de grandir plus vite, ils peuvent acheter qui ils veulent, mais c'est pas la idée. Ils le font pas. C'est pas la philosophie d'Apple, tu as vu, de faire de la croissance externe. Si, à part Beats, à part... Mais arrêtez, dans des technologies, ils en achètent beaucoup. Donc non. Ça veut dire que pour grandir, il faudrait racheter un studio, tu penses? Ce serait un passage obligé. J'en sais rien, mais je me dis que de toute façon, ils build or buy. C'est-à-dire construire ou acheter. C'est vrai que Apple a révolutionné le monde dans l'informatique, dans le téléphone, pas encore dans ton horloge de grand-mère sur le poignet, parce que ça, c'est gigantesque. Si, hein, comme c'est non, mais ultra. De montre, hein. Bah oui. Au monde, Ouais. Mais là, l'ultra, ça dure combien de temps, la pile? 2 jours? Non, 4-5 jours. Une journée et demie. 4-5 jours. Ouais, on va T'es le seul qui peut me dire 4-5 jours. On va se cotiser. C'est parce que tu lui changes pas. Non, tu regardes pas. Moi, je fais pas de sport. On lui change pendant sa sieste. C'est ça. On va se cotiser, on va t'en payer une. Non, mais avec plaisir. mais non, ce que j'essaie de dire là, c'est que vraiment Apple TV+ a ceci de formidable, c'est que ils ont le temps. Ils ont le temps et les moyens. Donc c'est vrai que on n'est pas forcément toujours attiré par tout ce qu'ils font, mais franchement, ils osent. Cette curation est assez incroyable de pouvoir faire ça en 2024 et de pouvoir garder son chemin. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas chez Apple comme toi, je ne suis pas rémunéré par eux, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont grandir et qu'on va faire plein de choses ensemble. Alors, tu parlais de Bob Iger tout à l'heure et tu parlais on parlait des difficultés des plateformes de streaming à trouver un plateau et à se développer à vitesse grand V. Certains touchent un peu un plafond de verre. Tu te souviens de la citation de Bob Iger il y a quelques mois, lorsqu'il est revenu à la tête et aux commandes de Disney+, et de Disney en général, voilà ce qu'il disait. Les créateurs ont perdu de vue ce que devait être leur objectif numéro 1. Nous devons être d'abord divertir. Il ne s'agit pas d'envoyer des messages. On sait qu'aux États-Unis, il y a un courant woke qui est assez développé, pas d'ailleurs qu'aux États-Unis. On sait quand on regarde la maison, il y a aussi de beaux messages qui sont véhiculés en matière d'ouverture, de diversité, de choses comme ça. C'est vrai que c'est quand même difficile aussi de trouver le juste équilibre entre la volonté de faire avancer sur les mœurs, de faire avancer sur les courants et sur la société et tirer l'audience en même temps. Merci. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire. En tout cas, moi j'estime que tu as plutôt réussi dans la maison. Tu vois, non, mais moi je vais citer Tom Stoppard qui a dit... ce qui est merveilleux, et je paraphrase parce que c'est pas ça en anglais, mais en tout cas, avec quelques mots bien placés, on peut arriver à faire un tout petit peu bouger le monde. Et je pense que Tom Stoppard est quelqu'un d'absolument incroyable. Il écrivait des pièces qui étaient merveilleuses, mais je suis convaincu que, et ce que j'ai envie, c'est de pouvoir faire des choses, des séries qui soient d'abord dans le divertissement, qui divertissent les gens, qui nous emmènent dans des mondes, etc. Et moi, je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais rencontré Jeff Berg et Jeff Katzenberg. Et Jeff Katzenberg était en train de nous parler. Et j'étais avec un réalisateur, auteur français pour parler d'un film d'animation. Katzenberg, ancien patron de Disney d'animation et voilà, après de Spielberg dans concurrent de Pixar. Dans de SKG. SKG, oui. Et donc le cas de SKG.
Voilà. Pas de SKG, ok. Et aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est de voir que ce qu'il me disait à l'époque, il y a déjà plus de 25 ans, c'était « Don't sell the medicine ». C'est-à-dire que même s'il y a un message, et dans les films de Disney, par exemple, il y a toujours un message, il y a une espèce de compas moral, mais tu vends d'abord une histoire. Et donc, si naturellement, ce que tu as envie de dire dans ton histoire fait sens d'un point de vue sociétal, c'est formidable. Nous avons créé des personnages, conduit une histoire, c'est un soap gigantesque, c'est un peu une succession dans le monde de la mode, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est d'abord de divertir et de ne pas vendre, don't sell the medicine, de ne pas vendre des messages. Ce n'est pas mon but. Moi, mon but, vraiment, c'est de créer du divertissement engageant. Et si tu peux en glisser un petit peu, comme ça, c'est pas plus mal. Toi, tu le fais dans je refais le Mac, hein, c'est ça? Oui. Si tu le refais, et donc ton message, si je comprends bien le message de Livry Frigara, c'est « Buy Apple as much as you can, because I get incentives every time you buy a Non, product. » c'est pas vrai, j'ai aucun incentive, c'est pas vrai. On fait ça par pure 16 passion. millions d'euros. Hein, pure passion, à un moment, il faut en parler. Ben oui. Je pense que on va changer. Voilà, ORL Max, ça va être évidemment un truc important. À propos d'argent, mon cher Thibaut, qui gagne de l'argent vraiment aujourd'hui? On a quelques chiffres, si tu regardes le script, je crois que je les avais notés, mais tu les as de mémoire, je pense. Clairement, on voit que le prix au début, donc on offrait 1 an, comme on le disait tout à l'heure, il était à 5 € par mois, hein, en arrondissant au centime près. Hein. Ensuite, ça a stagné jusqu'en 2021. Parce que déjà, il y a eu le Covid, donc il y a eu beaucoup moins de programmes à ce moment-là. On avait beaucoup de semaines creuses sur Apple TV+. Après, en juin 2021, ils ont baissé le nombre de mois gratuits à 3 mois. Et après, ça a été l'augmentation. Donc, on est passé à 7 € pour l'offre de base et 6 pour l'offre étudiante qui inclut Apple Music. Et en 2023, nouvelle augmentation, celle-ci fait quand même plus mal, de 3 € cette fois pour l'offre de base qui met maintenant Apple TV+ à 10 € par mois. Ouais. Quand on sait que Canal+ sera plus pour les moins de 26 ans, c'est moins de 20 € par mois, c'est là qu'on dit prenez Canal, quoi. L'offre RA+, finez-en, voilà, que les moins de plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, qui gagne de l'argent aujourd'hui concrètement? Les principales plateformes commencent à dégager des bénéfices, et c'est heureux. Oui, tout d'abord, il y a Netflix qui gagne de l'argent, parce que c'est son secteur principal. Donc, s'ils ne font pas d'argent, c'est plus compliqué. Il y a Disney qui gagne de l'argent, mais ce n'est pas son secteur principal. Donc, eux, ils se reposent plus sur tout ce qui va être parc et entertainment. 938 millions de dollars de bénéfices l'année dernière, en 2023. On verra à la fin de l'année encore une fois. 1 milliard, en gros, de bénéfices par rapport aux sommes colossales qu'a investi Netflix depuis des années. Ça te semble beaucoup? 1 milliard Je aujourd'hui? ne suis pas actionnaire, mais je trouve que c'est mieux. Ouais, c'est mieux que les années, c'est mieux qu'on refait les années où ils ne gagnaient pas d'argent, mais qu'ils appelaient, évidemment. Il y a un truc merveilleux aux États-Unis, c'est leur process et leur système. Le système, c'est fais-moi la preuve de ton concept, et la bourse, donc les financiers, suivent. Et suivent massivement. C'est-à-dire que les dépenses de plusieurs milliards de dollars par an de Netflix sur les contenus, c'est formidable. Mais c'est ça que c'était leur modèle. J'ai besoin de conquérir, etc. Et c'est vrai que à 290 millions d'abonnés plus tard, les voilà maintenant au niveau mondial. Au niveau mondial, dans un système où, oui, les bénéfices sont là. C'est une entreprise plutôt intéressante et voilà, toujours concentrés sur leur cœur de métier. Et je trouve ça assez unique. Hein. C'est même le seul comme ça. Qui n'a pas racheté le studio. Exactement. Une autre tendance qu'on voit émerger pour essayer de rendre plus accessible et faire baisser les prix, mon cher Thibaut, c'est l'arrivée de la pub sur les plateformes de streaming. Tout à fait. La pub est arrivée en premier avec Netflix, un petit peu en même temps d'ailleurs que l'arrêt du partage de compte, avec l'offre à 6 € par mois, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Ensuite, a suivi évidemment Disney+, parce que pareil, on fait baisser les prix. HBO Max à l'époque, donc Max aujourd'hui aux États-Unis. Puis Prime Video, qui lui a fait un système un petit peu différent. Au lieu de créer une offre inférieure, ils ont mis tout le monde avec la pub et vous payez un supplément si vous n'en voulez plus.
Moi, je me pose la question, et c'est aussi une rumeur depuis quelques mois maintenant, si Apple ne va pas faire une nouvelle offre, justement, avec pub, et soit revenir à un tarif plus bas pour Apple TV+, soit mettre l'offre avec pub à 10 € par mois et augmenter l'offre sans pub. Donc, c'est vraiment une tendance, et c'est quelque chose, oui, qui rend chaque plateforme un petit peu plus accessible, mais au prix de la pub. Tu crois à cette rumeur? C'était Business Insider qui avait lancé ça il y a quelques mois. Oui, je sais que Apple, enfin j'ai lu comme tout le monde qu'Apple avait recruté des gens qui étaient plutôt pointus là-dedans. J'ai aucune idée. Aucune idée. Alors, j'ai un avis sur ce que j'aime regarder, c'est-à-dire j'aime regarder sans la pub, mais c'est pour ça que je paye un abonnement. J'ai du mal, moi, à payer un abonnement plutôt cher, et j'achète 100% des abonnements de tout ce qui existe aujourd'hui. Et très franchement, quand je vois de la pub arriver sur un abonnement, je suis contre. Voilà, je trouve ça pas très intéressant pour moi, et je trouve pas ça premium. C'est pas premium. Et donc moi, je laisse la pub aux chaînes hertziennes dont c'est le modèle. Je pense que les TF1, les M6, les France Télévisions ont besoin de pub pour vivre. Mais laissons-leur. Les streamers, ils ont des abonnés. Et très franchement, je trouve que c'est bizarre, cette combinaison entre les deux, personnellement. Alors, l'autre tendance, Thibaut, pour essayer de doper les abonnés, c'est d'avoir des offres de lancement de grandes productions de longs métrages cette fois-ci. Ça fait des années qu'ils se font la guerre. Alors, il y en a certains qui sont d'accord pour aller aussi s'associer avec une sortie d'abord en salle, comme c'est le cas d'Apple TV, et d'autres qui veulent directement sortir sur leur plateforme. On est où du côté d'Apple et des ambitions d'Apple dans ce domaine? Alors, au début, Apple prévoyait pas du tout le cinéma, si on a bien compris. C'était vraiment pas une ambition. Ils ont été très surpris d'ailleurs par le succès de USS Greyhound avec Tom Hanks, qui a fait un carton d'audience à l'époque, je crois que c'était en 2020. Après, ils se sont mis à investir beaucoup plus fortement, justement, dans le cinéma. Ils ont même sorti des films en salle. On peut notamment noter Napoléon, on peut noter Killer of the Flower Moon. Et Oscar, quand même. Oui, il y a eu des Oscars, oui. Non, qui est un remake, quand même, d'un film français. Donc c'est oui, il y a eu Coda. Ouais. Il y a eu Coda, 3 Oscars, meilleur film d'ailleurs, meilleur acteur secondaire. Très belle année, hein. Très belle année pour Apple. Mais c'était pas sorti en salle en grande pompe, par exemple en France, on l'a jamais vu au cinéma ce film-là. Et plus récemment, on avait vu la version originale au cinéma, et c'était les mêmes producteurs, donc c'était bien. Et Apple est un petit peu revenu sur ce système parce que leurs films n'ont pas forcément vraiment fonctionné au cinéma. Donc par exemple le film Wolf avec Brad Pitt et George Clooney, voilà. Qui devait sortir dans le monde le 20 septembre et le 18 septembre en France, a été annulé, reporté du coup sur Apple TV+. Et pour le moment, le seul autre film Apple TV+, qui sortira au cinéma, c'est F1 avec Brad Pitt. Rendez-vous en juin. Alors, habile transition, on sait que la guerre du streaming va peut-être se déporter sur les droits sportifs. Je sais que c'est le nerf de la guerre de beaucoup de plateformes, et notamment en France de Canal et d'autres. On sait qu'Apple a racheté les droits de la MLB, le baseball, la Ligue de baseball américaine, du MLS, le football, enfin le soccer US. On parle de rumeurs de rachat de droits de F1. Est-ce que tu trouverais, toi, en tant qu'observateur, moi, je fais des liaisons, même il n'y en a pas, mais c'est pas grave. C'est intéressant, mais c'est corse. Ouais, c'est corse, oui. C'est très ajaxien. Mais nous, on va recevoir le pape, monsieur. Corse, ajaxien. Ouais, c'est ajaxien. Oui, merci. Saint-Bastien qui te dit ça. Faut dire les choses. Est-ce que tu crois à ce scénario selon lequel les plateformes de streaming vont s'attaquer aux droits sportifs et vont offrir ça à leurs abonnés? Tout à fait plausible. En tout cas, ils ont le portefeuille pour ça. Oui. Non, mais encore une fois, moi, quand j'étais chez Canal, on avait 2 obsessions. C'était le cinéma frais, c'est-à-dire le plus vite possible, et le foot. Aujourd'hui, le driver n'est plus le cinéma. Le driver, c'est l'audiovisuel, les séries, et le foot. Ah oui, et le foot. Toujours. Toujours le foot. Pas la Ligue 1 en tout cas. Ouais. Non, mais c'est toujours le foot. Et d'ailleurs, c'est compliqué, mais je crois que dès lors qu'on aura un streamer, s'il n'a pas des abonnements de base extrêmement forts, c'est compliqué. Alors, DAZN
DAZN, DAZN, qui n'a rien à voir avec DAZN achète beaucoup de droits. C'est quand même compliqué de voir certaines choses. Enfin, c'est une plateforme comme une autre. Moi, je regarde le foot américain, je suis hystérique là-dessus. Mais voilà, ils en achètent de plus en plus. Ils ont beaucoup d'argent. Ça marche plutôt bien. Pourquoi pas, hein, on a vu avec Bein, on a vu avec d'autres qui arrivent, avec Amazon. Enfin, ouais, pas de problème. Alors, je ne suis pas le plus affûté sur le foot français, le soccer, mais c'est vrai que tous mes potes sont un peu emmerdés par la pluralité des offres. Et donc, mais bon, de toute évidence, avec les prix, il va falloir s'y faire. Alors, pour conclure sur le futur d'Apple, on parle beaucoup... on sait qu'Apple TV, avant tout, hein, s'il y avait une certitude de la motivation d'Apple, c'est de faire vendre des produits d'Apple pour visionner des contenus et vivre une expérience un petit peu différente sous ces contenus grâce à des contenus à forte valeur ajoutée. Quid du Vision Pro? C'est un appareil qui t'intéresse en tant que créateur de contenu? Je trouve que c'est de la dombie. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai vu un mec à New York ce week-end se balader avec un truc comme ça et taper dans une colonne. Et je dis, mais à quoi ça sert? Non, je pense que c'est... Alors moi je pense que c'est aussi intéressant que la télé 3D. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Moi, vous me demandez moi personnellement, c'est pas mon truc. C'est de mettre une coffre de voiture en entier sur mon visage pour essayer d'avoir des expériences supplémentaires. C'est pas mon truc. Mais je pense que pour 3 500 $, c'est-à-dire donné pour toi, c'est formidable, 4 000 € pour avoir cette expérience-là, c'est pas pour moi. Tu as essayé? Ouais, je suis allé l'essayer assez tôt d'ailleurs. J'ai fait pareil, donc voilà, j'ai fait tout ça. Donc une nouvelle narration qu'on pourrait imaginer sur ces objets-là. Pour l'instant, tu penses que c'est encore... Parce que regarde, c'est super pour un home cinéma. C'est super. Mais d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on est là. Pourquoi tu n'as pas fait ça avec un Vision Pro? Parce qu'Apple ne veut pas m'en passer. Mais ils en ont plus, hein, peut-être. Ils en ont plus. Sur le bon coin. Je pense qu'ils en ont. Sur le bon coin. En tout cas, ils en ont. Sur le bon coin, on peut l'acheter quoi? Pour 200 €? Non, quand même pas, mais c'est vrai qu'ils ont mais un peu sincèrement, vous en possédez? T'en possèdes, toi? Non, on l'a testé. Moi, je vois certains cas d'usage, mais pas du tout. Par exemple, ce week-end, la Formule 1, il y a des trucs qui sont géniaux. On peut avoir du data, en temps réel sur ce qui se passe et tout. On pourrait, mais c'est une niche. Tu vois, c'est niche, pas du tout sur le. Et les contenus qu'on a pu. Mais la même chose chez Meta, la même chose chez d'autres que j'ai essayé. Encore une fois, je vois ce que ça peut emmener, et j'ai envie de ça. J'ai envie de réalité augmentée. J'ai envie de data supplémentaires, j'ai pas de problème avec ça. C'est un fail pour moi absolu, mais bon, peut-être je me trompe. De toute façon, tu étais obligé de dire que c'est bien. Non, je suis pas obligé de dire. Je trouve que c'est un beau produit, mais inaccessible en termes de. On va appeler un chat un chat. Allez, après ces paroles consensuelles, on enchaîne avec le futur d'Alex Berger. Mais on avait déjà dit ça il y a une demi-heure. Le futur du streaming. À 18h, on avait parlé de mon futur. Futur d'Alex Berger. Ah ouais. Ça va être très rapide. Hein, parce que... Comment ça se passe ORN Max? Ça veut dire qu'en sortant, tu vas me dire si j'ai une bonne audition. Voilà, exactement. On refait le Mac, c'est pour condenser. Voilà. Le futur d'Alex Berger, serial producer. On essaie de te flatter ton ego. Tu n'es même pas sensible à ça. Ce soir, c'est de parler de ça, mais en fait, la plupart du temps, cette émission parle d'Apple. Otorino-laryngologie. Exactement. C'est vachement fort. C'est une niche incroyable. Voilà, depuis que les AirPods, il y a un test auditif. Fais attention, tes AirPods. Il est gros ton AirPod. Il est gros mon AirPod. Mais on voulait l'appeler la maison d'Apple, mais c'était déjà pris. On voulait appeler le bureau d'Apple, mais c'était déjà pris. Ah bon? On voulait l'appeler Burger Apple, mais c'était déjà pris. Ah ouais? Et puis on voulait l'appeler, les nuls de l'émission, mais c'était aussi pris. Donc voilà. Prochaine étape. Pas le rapport, mais ça, il faut voir
la première partie de son spectacle. Tu comprendras tout sur les blagues après. Voilà. C'est Prochaine un étape, mon bientôt, cher. c'est ça? Non, mais on va y arriver. Oui. Prochaine étape, mon cher Alex. Une série pour le marché US. Tu y travailles. On peut l'annoncer ou pas? Oui, on peut l'annoncer. Vous diffusez dans quoi? 6 mois, là? Non, là. Ah, là, bientôt? Là. C'est-à-dire demain? Vendredi. Bon, quelques semaines. Vendredi. Non, pas ce vendredi-là. Un peu plus tard. Ah oui. On la garde pour donc, nous. On va la travailler. On va nous la avons... D'abord, vous allez pouvoir regarder en binge La Maison, les 10 épisodes tout de suite. Ça, c'est Parfait aujourd'hui. pour l'arrivée des fêtes de Noël. Allez-y, prenez votre temps. Avec un abbé jeune rose, il y a le remake américain de Showtime Paramount Plus du Bureau des légendes qui s'appelle The Agency, qui est vraiment une série intéressante. Déjà, la base, la série d'origine était fantastique, moi je trouve. Et le remake, franchement, est pas mal. Je trouve que les frères Buttersworth, donc les deux auteurs, ont été à la fois respectueux de l'ADN de ce qu'a fait Eric Rochon et ses auteurs, et a vraiment réussi à créer quelque chose d'original à la CIA. Ça se passe à Londres, dans la station de la CIA à Londres. Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere, ça va. Jodie Turner-Smith, vraiment, et puis pléthore d'autres vedettes qui ont des rôles, alors c'est hallucinant, ils ont surcasté même sur des rôles mineurs. Vous allez voir, ça va être un concours de générique de dingue. Une figuration? Non. Pas cette fois-ci. Alors peut-être, mais il faut on regarder. On t'a vu en début de l'émission, mais bon, bref. Et tu avais un regard, tu as un cut là-dessus, tu as ton mot à dire ou c'est moi, j'ai travaillé, on a commencé à signer ce deal il y a 7 ans. Donc, les différents auteurs qui se sont mis à essayer d'adapter cette série, il y a eu plusieurs tentatives qui ne nous allaient pas. Et puis là, la dernière, franchement, oui, c'était la bonne. C'est merveilleux. La mission. Oui, parce que en lisant, j'étais pas troublé. J'étais troublé surtout parce qu'ils avaient gardé beaucoup de choses. Et donc, voilà. Mais après, quand j'ai vu ce qu'ils ont réussi à faire et les talents des auteurs, des réalisateurs et des comédiens, c'est juste dingo. Et puis, c'est à la dimension Paramount. Alors là, on est vraiment, c'est le Bureau des légendes sur stéroïdes. Donc, c'est magnifique, mais ça reste une histoire d'amour. Ça reste une histoire de géopolitique complexe. Voilà, de trahison, de choses. C'est formidable. Donc voilà, ça démarre aux États-Unis le 29 novembre. Et dire qu'il y a 15 jours, ils étaient encore en train de tourner. Donc, ça dépote. Ça dépote le 20. Je crois que c'était le 20. Ils étaient en train de tourner jusqu'à 17h30. La première londonienne était à 19h30. Ils diffusent donc le 29. Ils sont encore en train de monter les derniers épisodes et ils sont déjà en train d'écrire la saison 2. Alors ça aide d'avoir 50 épisodes du Bureau des légendes et je pense que ça va être intéressant. Voilà. C'est pas un copier-coller. Non, ils n'ont pas besoin de ça, mais je pense que c'est vraiment malin parce qu'on apprend plein de trucs. Pour bien l'appréhender, il faut peut-être un peu oublier l'original et pour bien rentrer dessus là, ou c'est compliqué? C'est compliqué pour moi d'oublier l'original, mais non, je trouve que c'est en fait l'envie de regarder de nouveau. Je pense. Le Bureau des légendes me prend tout le temps. Enfin, je me retrouve quand même à regarder de nouveau voilà. C'est une tangente intéressante. Je pense que ça peut intéresser les gens. Tu n'as rien d'autre à nous annoncer? Si, je suis en train de postuler pour être Miss France. J'attends le retour pour ma candidature. Ouais. Non, on est en train de développer une demi-douzaine de séries, 2 sur Arte, sur une qui s'appelle Eldorado et l'autre qui s'appelle Hormone. On est en train de développer
une série sur la cyber, le monde cyber, qui s'appelle La Sibérie. Et puis, nous sommes en train de travailler, le pilote est écrit, on a des auteurs dessus, une suite du Bureau des légendes qui s'appelle le Bureau Afrique. Aujourd'hui, le nom de code, c'est le Bureau Afrique. Et voilà, on est en train de regarder quand est-ce qu'on pourrait tourner au plus vite. Avec Canal ? Avec un diffuseur. Voilà. Donc, c'est pas un préquel, on est bien d'accord ? Non. Voilà, donc le Bureau des légendes est de retour, les amis, ça nous fait très plaisir. Merci. Et en attendant de regarder le Bureau Afrique, regardez The Agency, ça nous fera attendre un peu. Voilà, et bien sûr, La Maison sur Apple TV+. On passe à vos coups de cœur, les amis. Il y a un coup de cœur. Non, parce que tu peux regarder, c'est l'oreille droite en fait. Je regarderai après. Stéphane, tiens, un petit coup de cœur pour nous. Alors moi, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Famille Relais. Famille Relais, c'est une application, entre autres sur iOS, donc, qui sert au quotidien et qui n'est jamais trop tard de s'en servir pour bien s'organiser en famille. C'est autour des familles qui sont autour d'une personne vulnérable. Donc il y a grand âge, handicap ou maladie. Bon. En fait, c'est comme un petit réseau social qui est créé et qui, autour d'une personne vulnérable, pour que un collectif soit une force pour alléger la charge mentale des personnes qui étaient auprès de ces personnes-là. Donc on appelle donc les aidants. Ouais. Donc voilà, et donc c'est un abonnement pour les particuliers qui vaut 5,99 € par mois, quel que soit le nombre de personnes et le groupe qui aide cette personne à aider. Et sinon pour les entreprises, parce qu'il y a des aidants salariés, 1 sur 5, on ne le sait pas trop, c'est 1 € par salarié et par mois. Et donc c'est une application à suivre qui devrait, selon moi, être dans le quotidien des gens, pareil que Doctolib par exemple. Je peux le faire accélérer, ralentir quand je veux. Tu fais ce que tu veux en fait. C'est le prompteur, c'est la magie du prompteur, ça. Incroyable. Laurent, ton coup de cœur qui est déployé dans cette émission. Laurent, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est un podcast qui se lance. C'est Clémence Lepic qui fait un podcast sur un thème que je trouve assez marrant. Le thème, c'est combien ça gagne. Et en fait, c'est parti de cette question que tu es 2 potes, 3 potes, tu es en train de, tu es au bar, et tu vois une boulangerie en face de chez toi, tu te dis combien ça gagne un boulanger, tu vois un producteur, tu te dis combien ça gagne, et tu pars en et tout d'un coup. Oui, mais là il y a le problème de la déformation des 16 millions. Ouais. Mais si on enlève les 16 millions d'euros, il reste plus grand-chose. Donc non, mais tu vois, c'est cette question que tu te poses toujours. Et en fait, ce qu'ils font, c'est ils prennent ce métier. Donc ils ont fait par exemple le vendeur de lunettes de la rue Lévy dans le 17e, et il le cuisine un peu. Et donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au départ, ils se posent la question en disant, d'après toi, combien ça gagne ? Et ils font un peu cette discussion que tu aurais un peu au Café du Commerce, et après, ils challengent la réalité en vrai, et je trouve ça marrant. Alors là, il y a que 4 épisodes. J'ai moins apprécié celui sur par exemple, le dernier, c'est sur une coach sportive. Tu vois, ça m'a moins percuté. Oui, non, mais elle est récente dans le métier et tout ça. Mais sinon, je trouve la démarche de cet exercice qu'on s'est tous posé 15 fois la question, en donnant des chiffres cons à chaque fois, je trouve la démarche hyper marrante. J'espère qu'elle en fera une centaine. Et en fait, elle commence en disant combien ça gagne un fourgon de pizza. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle me dise combien ça gagne un fourgon de pizza. Voilà. Très bien. Thibaut, ton coup de cœur cette semaine ? Moi, c'est la série Bad Sister qui est revenue pour sa saison 2 sur Apple TV+. J'ai dévoré la saison 1. J'ai adoré suivre l'histoire des sœurs Garvey, si je ne me trompe pas de nom de famille. Suivre leur aventure autour du décès de leur beau-frère. Et là, elles sont revenues pour une saison 2 et j'aime toujours autant. Sinon, évidemment, y a La Maison où chaque vendredi était trop loin. Maintenant, tu peux les voir les 10. Hein, j'ai fini, j'ai adoré. Donc, toujours. Et alors, parce que vous êtes très nombreux. Voilà. Tu as lancé ta marque, Sophie. Alors, pas la marque, mais la Maison Ledoux a fait des tote bags de Maboule et la Maison aussi. Et donc, voilà. Donc, vraiment, la maison, voilà. Donc, il a rincé toute l'équipe et c'est super. Donc, ça, on peut vraiment s'acheter. On pourra vraiment acheter des goodies et des. Non, alors, il y a une. Non. Il y a une idée de lancer une marque. En fait, ce qu'on a vécu avec la maison, c'est les gens du milieu de la mode ont vu les créations qui ont été faites par Karine Sarfati, qui est qui est la directrice artistique de tout ce qui est habillage et mode dans la série.
Et deux entités sont venues nous voir en disant on veut faire une marque, on veut lancer la marque. Et donc voilà, on est en train de réfléchir à des choses. On a quand même réussi à faire une collection, enfin plusieurs collections, des défilés, etc. Incroyable. Et c'est hallucinant que des maisons de mode et des maisons très sérieuses viennent nous voir en disant alors bon, le dû, on prend. On le dit parce que la même chose s'est passée à l'envers, c'est-à-dire placer du produit de grandes maisons dans des séries ou des liaisons de cette manière-là, mais pour le moment, c'est pas arrivé dans l'autre sens, donc on est plutôt flatté. On va voir ce que ça donne. Le sac avec la colombe pourrait sortir. Alors la colombe et le sac élément est incroyable. Alors c'est incroyable parce qu'on en a fait une vingtaine. On a eu 5 ou 6 de volets tellement, et chaque fois que l'on sort etc. c'est l'hystérie, mais pas que celle-là. Il y a les carrés qui sont très demandés. Il y a quelques robes de Paloma Castel qui sont demandées. C'est hallucinant. Donc, la fiction et la réalité. C'est formidable parce que la maison est assez sérieuse pour que les gens se disent c'est bien, on va faire un truc en vrai. Alors franchement, t'as pas de demande pour la team Revel? Moi, mais peut-être en saison 2. Oui, saison 2, parce qu'on ne la voyait pas. Ouais. Merci beaucoup, Alex, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu pendant 6 heures. 17 heures. Je suis arrivé ce matin. Sorti de l'avion de New York. Ouais, exactement. Je t'ai envoyé un jet privé, donc ça va. C'est vrai que tu peux, toi. Tu peux maintenant. Oui. Mais tu devrais payer les gens. Je paye les gens. Non. Attends, je t'envoie un jet privé. Attends. Paye les gens. Vous êtes payé en magnifique. Paye les gens. En goodies. Paye les gens. Quelques secondes. Pas juste avec des mugs. Et voilà. Merci en tout cas. C'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous avoir reçus. Franchement, on était tous contents. Voilà. Vous avez vu tous les 4. Première catégorie. Assez, mais bon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur moi à la caméra. Merci. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, car il faut gagner de l'argent. Combien ça coûte? C'est gratuit. En cliquant sur le petit bouton, et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Tu revends les adresses à qui? Mais non. Mais comment ça marche exactement? Je veux comprendre le business model. On peut mettre le générique. Je crois qu'on peut mettre le générique.